J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. On a le spectacle sur Netflix. Tu veux voir comment tu vas parler ? La. Là, ça sert à rien parce que je sais pas. Le casque. Le cas, vas-y, là tu peux. 1, 2 à 2. Ok. Bonsoir, Macha Béranger. Ok, je pense que c'est bon le son. Ouais. Ouais, on peut commencer. Est-ce qu'on commence ce podcast comme tu commences tes passages ? Bah, il faut que je dise que je suis pas bourré. Non, mais en vrai, c'est toi qui m'avais dit que si tu disais pas que t'étais pas bourré au début de tes passages, les gens ils croyaient pas que tu l'étais non, pas on en et ça crée parlait. un malaise. Oui, on en parlait encore dans l'éloge du Paname hier. C'est-à-dire que les gens ne m'écoutent pas. C'est très bizarre quand J'ai même. encore essayé, là, il y a 2 mois, au Chalet du Lac. Il m'était arrivé une histoire il y a 15 ans. Ok. Cette histoire fait rire les gens depuis 15 ans. Ok. Je la raconte à Jean-Claude Mouaka. Il était sous les sièges de rire. Il me dit, je t'en supplie, Douli, raconte cette anecdote. Ok. Je la raconte avant de dire que je ne suis pas bourrée. Les gens me regardaient mal. Ouais, Mais c'est mal. trop bizarre quand même. Hein. C'est-à-dire que vraiment, hein, je suis condamnée. C'est quoi cette histoire ? On peut la voir ou pas ? Ben, c'est-à-dire que j'étais donc là-bas. Et C'est quoi Chalet du Lac déjà ? C'est en fait, à la base, c'est un truc qui doit dater du début du siècle, où c'est un truc de dancing, de danse de Ok. salon. Mais t'étais pas né au début du siècle, Douli ? Non. On pourrait croire certaines fois. Non. non, mais ok, du coup, il y a une histoire longue de trucs de teuf là-bas, quoi. Oui, non, en fait, si tu veux, moi, je faisais du rock and roll quand Ok. j'étais petite, et j'adorais ça, et je faisais un peu de rock acrobatique. Et je me faisais chier dans cette soirée, et donc là, il y a des potes qui viennent me voir pour me dire, Douli, on t'a trouvé un super danseur de rock. Je dis, ok, j'y vais, le mec dansait hyper bien. Et là, à un moment donné, il me dit Saupérieux. Et je dis ok, chose que tu ne fais pas normalement. Avec un mec que tu ne connais pas, tu dis pas ok. Le mec m'a jeté en l'air et il a continué à danser. Au lieu d'attendre que je réatterrisse, en fait. Mais On n'est pas dans un Tex Avery. À un moment donné, la personne, il faut la rattraper quand tu la jettes. Mais il pensait que tu tomberais Je toute suis seule. pas un caillou. Mais qu'est-ce qu'il a fait Oui, il s'est bah, le mec, excusé, il a continué. Non, oulala, bah, quand il a vu le désastre. Parce que t'es tombé. Ah ben je suis tombée comme une merde sur le cul, je me suis tassée d'1 centimètre. Ce connard, j'avais réussi à atteindre les 1m60, il m'a ramené à 1m59. C'est vrai ou pas ? Oui, je te jure, je le déteste pour cette raison. Incroyable. T'as perdu ton centimètre qui t'a mené à J'ai perdu mon 1m60. centimètre que j'avais passé 15 ans à avoir pour passer enfin cette barrière des nains. Et voilà. Et donc, du coup, celui il s'est barré en courant, on l'a plus jamais revu. Cette histoire fait rire les gens, surtout quand tu la mimes en plus, que le gars il a continué à danser et tout. Bon bah j'ai raconté cette histoire et j'ai dû arrêter et j'ai dû dire bon ok j'aurais dû commencer par là. Les gars je suis pas bourré. Et là tout le monde a Et là, éclaté tu de rire. sens Tout le monde a éclaté de rire mais au-delà du rire il y avait un soulagement. Ah, c'est ça qui est bien. Je crois que les gens sont soulagés de comprendre que je suis pas bourré en fait. C'est très bizarre quand même. Après, tu pourrais jouer sur cette tension limite, mais c'est vrai que. Ah mais si tu veux. J'ai pas découvert ça tout de suite en fait parce que moi je m'entends pas bourré si tu veux. Oui, bien sûr. Et donc du coup c'était Monica du Café Oscar qui m'avait dit Douli je crois qu'il y a un vrai truc, je crois qu'il faut que tu te désamorces parce que j'ai regardé les gens quand tu es sur scène et quand tu parles d'autre chose que de l'alcool ou que de la défonce et ben les gens en fait ils mettent 3 minutes à rentrer avec toi dans ton univers parce que il passe 3 minutes à se dire non mais t'es sérieux, elle est vraiment montée Ok. bourrée la nana. C'est marrant, juste à ta voix. Parce que moi, la première fois que je t'avais vu, c'était à une soirée première fois de Yacine, je me souviens. Et déjà, tu m'avais dit que les gens pensaient que tu l'étais sur scène parfois parce que Ouais. tu jouais déjà ton spectacle à Mais l'époque. tu vois, je me souviens bien de cette soirée. Et cette soirée, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, j'en avais chié pendant 3-4 minutes. Les mecs, ils étaient rentrés dans le sketch au bout de 3-4 minutes. Le temps qu'ils s'habituent et qu'ils fassent, peut-être qu'elle est bourrée, mais on va quand même essayer d'écouter ce qu'elle dit. Si tu veux, par contre, moi, j'avais 3-4 minutes de moment où j'ai brûlé en direct. Et dans la vie, ça t'arrive aussi ? Mais complètement, toutes les anecdotes que je dis sur scène, c'est Oui, des enfin, il y en vraies a, j'en ai anecdotes. écouté, il y en a quelques-unes, mais genre ça t'arrive. Dans le bus, là, quand j'ai pris le 69 au lieu du 96, le mec, il y avait personne dans le bus, donc je suis allée le voir, je lui ai dit, je vais descendre, en fait, je me suis trompée, je suis fatiguée. Il m'a dit, ouais, enfin, pas que fatiguée, apparemment. C'est vrai, ouf. une vraie histoire. En plus, ils se permettent, les gens, quoi. Oui, oui. Mais j'ai arrêté de me justifier parce que les mecs bourrés, tu sais, en général, ou les mecs défoncés, essayent tous de te dire, non, je suis pas défoncé. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a rien de pire que de dire je suis pas bourré. Ouais, donc c'est pire, en fait, tu n'as aucune échappatoire. Je les laisse croire. Parce que même sur scène, ils pourraient ne pas te croire quand tu dis je suis pas bourré, non ? Ouais, mais du coup, ils se disent, même si elle est bourrée, je pense que ça désamorce Oui, et que oui, du oui. coup, ils le prennent plus cool. Ok. Tu sais, c'est comme disait Sébastien Marx, l'expression anglaise où faut pas ignorer l'éléphant dans la pièce, Oui, là, oui, tu oui. vois,
moi, tu sais pas combien de gens viennent me voir à la fin des spectacles pour me dire, putain, mais ça fait 10 secondes que tu parlais, j'étais déjà en train de dire à mon pote, putain, mais elle est bourrée. Tu vois, donc, tu peux pas ignorer ce truc. Après, il y a un côté badass d'une meuf qui arrive sur scène bourrée en mode qui raconte ses histoires et en mode je m'en branle. Ouais, quoi. mais il y en a, ils ont du mal à... Mais en vrai, quand tu parles d'éléphants dans la room, là, j'ai un peu la même chose depuis que je me suis rasé en novembre de près, plus de barbe depuis novembre. Et quand je dis mon âge sur scène, que je vais bientôt avoir 30 ans, je suis obligé d'en faire une blague et d'insister. Ouais, et ce qui revient le plus après quand je sors, c'est les gens qui me disent mais t'as vraiment bientôt 30 ans. Ouais. Et ils me croient toujours pas non plus, quoi. Ah non. Et moi-même, le fait de dire, alors je sais que à la sortie des spectacles, il y en a qui me croient pas parce qu'ils me disent donc c'est vraiment ta vraie voix. Ouais. Et je dis, j'ai pas passé 1 heure à prendre une voix qui n'existe pas. Mais ils ont du mal à le croire, quoi. T'as toujours eu cette voix-là ? Ouais. Oui, même petite, j'avais une voix. Okay. Bon, ça s'est pas arrangé avec les années. Hein, oui, mais bon, c'est cool. Mais en même temps, c'est cool d'avoir une voix un peu particulière, je trouve. Ouais, bah, si tu veux, le truc, par exemple, si je me suis rendu compte que des fois, quand j'avais des conversations, tu vois, genre, je sais pas, à la banque ou des trucs comme ça, je sens une espèce d'animosité en face. et en fait, du coup, je dis, bon, tu pourras jamais demander un prêt par téléphone. Tu vois, putain, mais oui, j'avais pas pensé à ça, tous les trucs un peu officiels de la vie, là, les gens, ils doivent péter un peu. Non. Moi, la dernière, il y a 2 ans, quand je suis revenue en France, j'avais demandé donc le RSA pour commencer ce métier, tu vois, parce que sinon, c'était un peu galère. Et le mec, il savait, mon conseiller RSA connaissait le titre de mon spectacle et plus ou moins le contenu. Ok, l'addiction, c'est pour moi. Ouais, et ben il m'a appelé une fois à 9h du matin et il m'a avoué au rendez-vous quand on s'est vu physiquement. Et il m'a dit, putain, quand j'ai raccroché, je me suis dit, putain, elle est bourrée à 9h du mat. Donc t'imagines, en fait, et après il s'est rappelé. En fait, il m'a dit, ah ben non, c'est vrai, elle m'a dit. Ah ouais, putain. Ok, putain, parce que ouais, je pense au truc de la vie, même genre, imagine, tu te fais emmerder, tu vas voir les flics en disant on m'emmerde, des fois ils peuvent te dire, c'est un handicap, ouais. Ouais, J'avais eu cette succession je cherchais une adresse à Pigalle et en 1 minute 30, trois trucs. Je vais voir un couple qui traversait la rue, genre Fashion Week un peu. Je leur dis, hey, excusez-moi, ils ont retenu leur sac à main, ils ont fait non. Je rigole, mais putain, ça doit pas être rigolo. Après, en fait. Mais j'étais pressée. Comment tu réagis ? Tu rigoles pas ? Mais là, j'étais pressée, donc en fait, j'ai pas percuté tout de suite. C'est après, quand je suis arrivée à mon rendez-vous, je me dis, mais c'est vraiment passé ce qui vient de se passer. Parce que 2 secondes après, j'arrête le mec en scooter. Ça, je le dis sur scène. Je dis, le mec en scooter, je lui dis, tu sais pas où est la rue, machin. Et il me dit, vu que je suis dans le même état que toi, ça risque d'être compliqué. Et après, je suis allée voir les flics, tu vois, genre dernier recours. Ils m'ont trouvé l'adresse sur GPS. Ils m'ont regardé, genre, faites attention à vous quand même, mais pas genre, t'es une nana, on est à Pigalle. Genre, mollo sur la bibine, quoi. Tu vois. Mollo sur la bibine. Putain, ça se voit que tu bois pas. En plus, t'as des expressions d'il y a 30 ans. Mollo sur la bibine. Je vais appeler l'épisode comme ça, je crois. Ok. Tu dis que t'es rentré il y a 2 ans, t'étais où ? J'étais en Espagne pendant 11 ans, en comprenant l'année et demie que j'ai passé à faire les deux, tu vois. À faire la moitié. En Espagne. Du coup, je suis revenue pour faire ce métier, tu vois. J'avais fait beaucoup de théâtre, mais je suis revenue exprès pour faire du stand-up. Et j'ai commencé la première scène avec Yacine Bellous. Ouais. C'est lui qui me connaissait. Yacine, d'ailleurs, qui m'a avoué 1 an après, quand on était devenus potes. Écoute, je dois t'avouer que la première fois que tu es venu me demander si tu pouvais jouer sur mon plateau, je pensais que tu t'es défoncé. Ah ouais. Ah putain, du coup, il a dû te dire oui, parce que Yacine, il est très sensible à ça. Il a dit, ok, tu vas jouer, s'il te plaît, laisse-moi un petit peu tranquille. Laisse-moi dans ma bulle et dans mon univers de Yacine Bellous. C'est ça. Okay. Et donc, je l'ai appris sur le tard. J'ai envie de te dire, dans ce métier, c'est peut-être le seul métier au monde où c'est toléré. C'est vrai, putain. Mais du coup, j'ai cru à un moment donné que je pouvais faire moitié-moitié, c'est-à-dire que j'allais jouer la semaine à Paris et puis rentrer le week-end et tout ça. En fait, les gens, quand ils pensent dans leur tête que tu es en Espagne, ils pensent pas à toi. Il y a tellement de gens qui ont envie de jouer qu'à partir du moment où ils se disent, attends, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est à Barcelone Tu parles de jouer la semaine et de rentrer, c'est-à-dire que l'Espagne, c'est rentrer, c'est la maison, quoi, l'Espagne, quasiment. C'était ma maison. Ouais. Okay. C'était où en Espagne, à Barcelone. Barcelone. Ok, Qu'est-ce qui t'avait donné envie ? Qu'est-ce qui a fait quand on était parti ? En fait, moi, j'ai travaillé beaucoup la nuit. J'étais beaucoup dans le théâtre. Après, j'ai été beaucoup dans la nuit parce qu'il fallait que je gagne des thunes. Et puis, ça payait pas mal la nuit quand il y a 15 ans. Ok. Merde. Et du coup...
Bah, c'était un petit peu pour décrocher du milieu de la nuit, quoi, parce Ok. qu'au bout d'un moment, ça Ok. abîme. Et, j'étais partie pour 1 an. J'étais partie donc un peu en mode auberge espagnole Ouais. avec des mecs, des Français, qui m'avaient dit qu'ils parlaient espagnol. Pas du tout. Donc Ok. du coup, au bout d'1 an, le constat était que je ne parlais pas un mot d'espagnol, Ok. que je n'avais rien fait. Ok. Donc, je me suis dit, je vais rester encore un petit peu, tu vois, pour. Et finalement, ça a duré 11 Ouais. ans. Finalement, ça a duré. C'est cool la vie. Moi, j'ai vécu 1 an sur Sébastien. C'est cool la vie en Espagne. Ah en là vrai. là, c'est dur de remettre des chaussettes. Hein. Bah, enfin, moi, en arrivant en Espagne, en plus, enfin, j'ai tout de suite, c'était quand même des gens qui ont la vie douce. Enfin, ils ont une douceur de vivre, je trouve. Tu vois, tu te dis Ouais. pourquoi ils sont en crise, ces gens-là. Bah, ils se lèvent à 11h, ils font la sieste et ils sont à la terrasse à 18h. Donc, ils font aucune concession, quoi. Genre, les mecs, Non. ils kiffent leur vie, quoi. Et tu sais qu'il y a beaucoup de parties en Espagne où, quand un jour férié tombe le dimanche, Ils le on le décalent. décale au lundi. Je savais pas, les cons. Ça m'étonne tellement pas des Espagnols. Ah ouais, ils sont très très forts. Ils sont ouf. Mais Franchement, c'est eux ils qui ont ont la vie inventé la sieste et tout ça. douce. Ouais. Ah oui? Ah bah, déjà, quand ils te donnent une bouteille dans les menus à 11 balles, t'as entrée, plat, dessert et à boisson. Donc normalement, c'est un verre de vin. Eux, c'est la bouteille par personne. Donc C'est tu ouf, m'étonnes, hein. après, t'as forcément envie de faire la sieste. Ah, ils ont la vie douce, ouais. Mm. Ils ont la vie douce. Donc 11 ans là-bas, ok. Et là, c'est marrant parce que tu parles, tu dis, je suis revenu pour faire ce métier. T'as tout de suite dit ça comme étant un métier pour toi ou enfin, Ouais. parce Bah, qu'au début, tout le monde a commencé par passion un peu en essayant. Toi, j'ai l'impression que tu y allais en mode, ça va être mon métier, quoi. Oui, mais non, mais parce que ça a toujours été une passion. Moi, j'ai toujours fait ça depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai voulu faire rire un peu ou faire du théâtre, tu vois. Mais j'ai tout de Ok. suite compris que je préférais faire rire que faire chialer. Ok. Mais oui, c'est une passion, bien évidemment, mais c'est pour en faire vraiment ton métier, tu vois. Enfin, d'en vivre, quoi. C'est Ouais. là-dessus que je dis. C'est le cas là? Ouais. Oui, ça commence un petit peu. Ouais. Ouais, ça prend du temps. Hein. Ouais, putain. Tu dis que ça fait 2 ans? Bah, vraiment, ça va faire 2 ans en juin, là, que je suis vraiment revenue à Paris. Ok, Tu vois. parce que c'est ce que j'allais dire. Entre le moment où je t'ai vu à la première fois, où ça doit faire à peu près il y a 2 ans, effectivement, Ouais. et maintenant, je me souviens, on avait bu un verre après au Bréban et tout, on avait discuté. Et t'es passé en 2 ans de. Enfin, je t'avais vu une meuf qui a un spectacle One Woman Show avec plein de trucs dedans, tu m'en Ouais, parlais un petit c'était peu, medley etc. un peu, À une meuf qui a son spectacle et sur tous les plateaux de Paris et puis tu fais partie des meufs sûres, enfin je dis meufs, des gens sûrs, des comédiens sûrs qui viennent et qui marchent à chaque plateau, quoi. Donc ça a quand même été vite gentil, entre guillemets. chérie. Non mais c'est vrai ce que je dis. Ouais, mais bah, c'est juste que j'ai plus de vie sociale, tu vois. Donc Oui, bah en oui. fait, au bout d'un va au bout d'un avec. moment, j'ai envie de te dire, si ça prend pas, bon bah ouvre un chiringuito au Mexique, tu vois. Et change de vie, quoi. Tu vois, parce que vraiment là, pour le coup, je sais qu'on est tous un peu comme ça. On n'a plus de, Non, on n'en voit plus nos potes. Il y a parce qu'en plus on bosse le soir. Mais c'est vrai que c'est hyper chronophage, quoi. Ouais, Ça prend un temps de malade. ouais, ça Parce prend- qu'entre le spectacle, les plateaux, c'est pas le même exercice. Et puis, Ah, c'est pas le même exercice. Non, bah non, parce qu'en spectacle, t'as le temps d'installer quand même un peu plus des trucs, tu vois. Il faut aller à l'efficacité sur les plateaux. C'est vrai. Des fois, tu prends des bouts du spectacle, donc ton cerveau fait des espèces Ouais, c'est de vrai. patchwork. Et puis, ouais, et puis c'est un peu. Moi, je voulais faire. J'ai envie de faire une petite vidéo drôle de ça, tu sais, genre. Ok. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression d'être en Deliveroo de la vanne, quoi. En Delivan. Et tu sais, j'ai envie d'arriver avec un micro, tu sais, t'as ton scooter, tu sais, t'arrives avec un micro, tu sais, et tu sonnes à l'interphone et tu sais, vous avez demandé une vanne? C'est drôle de faire Delivan. Alors, c'est un mec. Je vais vous faire 10% parce que j'ai pas le temps de monter, je vous le fais direct en bas. C'est marrant en vrai comme idée. Mais parce que des fois, on a vraiment l'impression Oui, d'être oui, c'est vrai. Bah, quand tu fais 3-4 plateaux le soir, en fait, tu passes d'un endroit à l'autre, tu prends ton argent en ligue. Ouais, Ouais. c'est marrant. Ouais, c'est quand même une histoire difficile. C'est une histoire marrante. Mais bon, moi, j'aime bien ce rythme. Mais Ah, mais j'adore. toi, t'aimes bien aussi? Ouais, oui, Il y en a qui s'y font pas, j'adore ça. Non, j'adore ça. Des fois, 3, 4, c'est un peu too much, tu vois, parce que tu peux même pas profiter Non. des autres, tu vois, donc c'est cool aussi de rester un peu avec les collègues et tout, tu vois. Non, c'est vrai. Des fois, c'est un peu trop, tu prends 24 métros dans la soirée. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, ouais, c'est le vrai rythme stand-up parce que toi, tu dis que t'as voulu faire ça depuis longtemps, mais genre, c'est le stand-up là que t'as choisi, entre guillemets. Tu fais un Ouais. micro, tu fais du. Et ça a pas été ça tout de suite. Qu'est-ce Pas qui a tout de fait suite, que ouais. t'as été vers le stand-up? Bah, parce que je trouve que quand même, il y a une espèce de confidence avec le public, tu sais, avec le micro et tout, que le sketch, tu peux faire passer plein de trucs aussi avec le sketch, hein, c'est pas la question, mais je trouve que, enfin, moi j'ai plein de trucs à raconter et je me dis en plus, dès que t'as une merde, dès qu'il t'arrive une merde, tu peux en faire un truc drôle qui peut toucher le plus grand nombre
Et puis j'aime bien cette proximité, tu vois, avec les gens. T'as déjà été allé chercher une merde exprès en te disant ça va me faire une histoire sur scène ou pas? Non, j'ai pas besoin, elles viennent direct à moi. Ok, t'as jamais. J'ai jamais besoin d'aller les chercher. Mais, Et ça t'a déjà fait relativiser des merdes en te disant cool, je vais pouvoir en parler? de ouf, là il m'est arrivé une grosse merde, et je te jure, sur le moment tu chiales beaucoup, et puis après tu fais, mais non, mais c'est génial en fait, je vais en faire des blagues. Je sais pas quelle est ta merde, mais en gros, en ce moment, moi, en bas de chez moi, là, juste là, en bas de ma fenêtre, il y a des travaux tous les matins de 8h30 à 11h du matin. Ouais, c'est horrible. Pile poil au moment où je tu dors, t'endors. moi, parce que j'ai choisi une vie où je peux dormir plus longtemps. Et enfin, pas plus longtemps, je me couche plus tard, mais je me lève plus tard. Ouais. Et ça fait 2 semaines que c'est le cas. Et là, en fait, j'en suis arrivé à un stade où je deviens un peu fou. Oui. Tu vois, genre, ça me rend fou. Bah, il y a cette notion de quand tu manques de sommeil, tu peux vraiment devenir fou. Ah, et puis, en gros, je suis pas du genre à. Enfin, j'aurais pu décaler mon rythme, me dire, bon, bah, couche-toi vers 23h minuit, mais ça voudrait dire que c'est eux qui ont gagné et ça m'énerve. Et du coup, de 8h à 11h, quand je dors pas et que je suis quand même dans ma chambre et que je pète un plomb, j'essaye de trouver des blagues, quoi. C'est ça qui me fait tenir, quoi. Oui. C'est fou, non, quoi. mais c'est quand même. Des blagues et des vengeances, quand même. Je pense aussi à certaines vengeances. Genre, j'ai pensé acheter un seau d'eau par la fenêtre, j'ai pensé à un scénario à maman, j'ai raté fais les bons l'avion. trucs à l'ancienne, une bonne boîte d'œufs, et puis voilà, c'est réglé. Franchement, je sais pas comment régler ça. Mais en tout cas, c'est marrant parce qu'effectivement, je me dis, s'il y avait pas les blagues potentielles et si j'étais pas en train, du coup, je travaillais un passage en ce moment sur les travaux en bas de chez moi. Mais si c'était pas le cas, je pense que je pèterais les plombs, quoi. Ça aide à relativiser, quoi. Oui, de ouf. Et puis, je me dis toujours, il y a quand même pas mal de messages, sans faire de morale ni de donneur de leçons, parce que je déteste ça aussi. Mais si tu veux, tu peux, entre deux blagues, faire passer un petit message. Bon, j'ai pas fait les études pour être conférencière, pour avoir un auditoire devant moi et faire passer des trucs, tu vois, au plus grand nombre. Donc, je trouve que c'est quand même une super opportunité, tu vois. Bien sûr. De pouvoir débattre avec des gens. Bien sûr. Moi, j'ai certains sujets là. C'est beaucoup plus intéressant. Enfin, pour le coup, moi-même, j'ai fait pour le coup ces études-là. C'est pas la vie qu'on a envie d'avoir, je crois. Non. Non, mais tu vois, après, il y en a qui font ça et j'ai des potes qui font ça et ça tourne et c'est très bien. Mais c'est marrant parce que tu vois, on est arrivé à peu près en même temps dans le monde de. T'as un milieu qui est quand même très particulier et quand même assez agréable où il y a des gens. Enfin, moi, je me suis fait la réflexion récemment de me dire, c'est dingue le nombre de personnalités différentes que tu croises, le nombre enfin, tous les gens sont différents et j'avais l'impression, moi, j'ai bossé dans certaines entreprises où j'avais affaire à des clones plus ou moins. Oui, mais c'est hyper anxiogène. Tu sais, c'est comme il y a des gens sur Facebook ou quoi. Bon, moi, je suis pas très réseaux sociaux. Je suis un peu restée au stade du Minitel, Colombo et tout. Ça, je connais. Mais tu vois des gens comme ça que tu as laissés au collège et tu as l'impression qu'ils sont exactement les mêmes gens. Exactement. Et qu'ils sont pas, ils sont restés au même endroit. Quasiment. Et c'est terrible, là. Moi, au-delà du même endroit, il y a ce truc. Oui, enfin, c'est à peu près la même chose, mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, s'il y avait une courbe qui était tracée, ils ont suivi cette courbe, quoi, en gros. Oui, et mais moi, ils sont les mêmes. C'est les gens du collège et qui ils sont aujourd'hui, tu vois. Donc, en fait, je dis toujours, c'est quand même cool de connaître plein d'aspects différents des autres, quoi, tu vois, et de connaître des univers, que ce soit des gros bourgeois, des punks, des mecs de la rue. Moi, j'ai accueilli des SDF chez moi, tu vois, j'ai appris énormément avec eux et je trouve ça génial de connaître plein de... Tu vois, le lundi, t'es habillé en talons aiguilles et puis le mardi, t'es pieds nus, tu vois, je trouve que c'est cool d'échanger avec plein de styles de gens différents. C'est ouf. Mais moi, ça, c'est une des plus grosses richesses de ce métier. Mais attends, t'as accueilli des SDF chez toi? Ouais, quand j'avais 16 ans, j'habitais. Je suis partie de chez moi à 14 ans. C'est hyper tôt, ok. Ouais. Je me suis pas du tout. J'étais pas du tout dans un conflit d'adolescents. J'avais pas de chambre. Ok. C'est très con. Ok. C'était tout petit chez mes parents. Donc je leur ai dit, j'ai pas envie de m'énerver avec vous. En fait, je vous aime trop pour ça. Donc du coup, il faut me laisser partir. Sinon, à un moment donné, voilà. Donc comme ils étaient un peu hyper mûrs quand même comme réflexion. Ouais, ils étaient et puis eux, ils étaient surtout très ouverts parce qu'ils m'ont laissé du coup partir. Et donc à 16 ans, j'habitais à Saint-Michel, tu vois, dans les petites rues piétonnes là, des Grecs et tout là. Ouais. Et j'ai accueilli tous les SDF du quartier chez moi. Donc parce que tu supportais pas de les voir dehors? Non, mais on est devenus copains et puis j'avais envie de les aider, tu vois, parce que souvent je passais du temps avec eux dans la rue, même quand il faisait froid et tout, on discutait. Parce que, en plus, souvent, tu vois, je me souviens notamment d'un mec, Maurice. Maurice, je l'ai jamais accueilli chez moi, mais Maurice, lui, c'était un grand mathématicien, hyper intelligent, qui le schéma classique, tu vois, il s'était fait larguer par sa femme, il avait perdu son boulot.
Et moi, je l'ai rencontré, ça faisait 2 jours qu'il était dans la rue, tu vois. Mm. Et j'ai vu le déclin, et c'est terrible, parce qu'en fait, moi, je pars du principe que je veux dire, si t'as pas des bons potes et des amis qui t'aiment vraiment pour ce que t'es, et pas pour ton rang social, si t'as pas une famille qui t'aime, et tout ça, ce qui est le cas de plein de gens, bon, bah, du jour au lendemain, il t'arrive toutes ces merdes, cette succession de merdes, et t'es un peu dépressif, et salut, quoi, tu vois, tu tombes à la rue sans t'en rendre compte, On quoi. en parlait avec Donc, Jason Broker, ça va très vite. Ouais, Ouais, on est Mhm. tous susceptibles de terminer là, quoi. Mhm. Et donc, du coup, ce mec, je passais des heures avec lui à discuter, on fumait des clopes et tout, on était là, on échangeait, je me tapais des vraies barres de rire avec lui. Donc, c'est des mecs extraordinaires. Bien sûr. Et je les ai accueillis, ouais, j'en ai accueilli pas mal chez moi. On se dit pas effectivement, en plus quand tu dis que tu as rencontré cette personne 2 jours après qu'elle soit allée quand on voit des gens qui sont dehors, on se dit pas que enfin on se dit Ouais, ça ouais. fait très longtemps qu'on se dit pas qu'il y a le premier jour Oui, où tu es à la rue ouais, quoi. il y a le premier Ce jour. premier jour où le voilà, mec était c'est hyper classe et Ouais. tout. Bon, après, je te dis, l'alcool, qui pour moi est la pire des drogues de toutes. Ah oui ouais. L'alcool, pour moi, elle remporte les suffrages du tout, bah, déjà parce que tu la trouves partout. ça c'est vrai. Et puis, au-delà de ça, je veux dire, je pense que pour avoir connu à peu près toute, toute la catégorie, toute la gamme, hein, je fais un peu tout le panel. Bon, bah, si tu veux, moi, par exemple, j'ai jamais eu d'addiction à l'alcool. Hein, j'ai eu beaucoup d'autres, mais celle-là, non. Mais si tu veux, c'est la seule drogue qu'on ne nomme déjà jamais comme drogue. Ouais, c'est vrai. Et c'est la seule drogue que quand tu as vraiment été accro, quand tu es un ex-alcoolique, tu ne peux plus jamais y toucher de ta vie. C'est vrai. Les autres drogues, oui, tu peux éventuellement, si tu as été un ex-junkie à l'héros, par exemple, reprendre une fois, sporadiquement. Ça ne veut pas dire que tu vas retomber dedans. Un alcoolique, un ex-alcoolique, il est condamné. Il est foutu, ouais. Et en plus, le drame, c'est qu'il y en a partout. Mm, Je veux dire, tu te retournes, il y a marqué 50% si tu en achètes une deuxième. C'est terrible quand même. Non, mais, Tu sais, c'est genre... Là où c'est fou en plus, c'est que moi, parfois, parce que moi je fume plus souvent, enfin je suis plus côté weed que côté Ouais, alcool bah ouais, ouais. dans mon plaisir, quoi, dans le plaisir de. Et en gros, je suis allé sur Wikipédia, quand tu tapes drogue dans Wikipédia, il y a un espèce de tableau de dangerosité par gamme, en gros, addiction, Ouais. effet sur la santé, effet sur je sais pas quoi, etc. Et ça va du vert clair au rouge vif. Mm. Et quand tu vois weed, c'est quasiment tout vert clair. Quand tu vois certaines drogues, même qui paraissent fortes, il y a du vert clair un peu partout. Ouais, ouais. Et le seul truc qui a une rangée rouge ou rouge vif, c'est l'alcool, quoi. Eh oui, oui. Rouge Et ou puis rouge c'est vif dingue sur parce tous que- les sujets. Oui, et puis là, il C'est paraît dingue, hein. que j'ai un pote qui m'a dit que, parce que moi j'en parle un peu dans mon spectacle, tu vois, et j'ai un pote qui m'a dit que là, le dernier slogan, c'était genre 2 verres par jour, mais pas tous les jours, pour votre santé. Ouais. 2 verres par jour. Mais, Parce qu'on est un pays où il faut vendre du pinard aussi. putain, c'est dingue. C'est un peu la fierté Et puis nationale. on est un quoi. pays que si tu bois pas, t'es malade. Enfin, tu sais, genre, mais ça va en ce moment. Genre, je bois pas. Mais t'es sûr que ça va? C'est vrai. T'as des soucis? Ou soit t'es enceinte, soit t'es un ex-alcoolique, soit il y a un souci. C'est Surtout vrai. quand t'es un mec. Ouais, c'est vrai. Un mec qui boit pas, les gens se posent des questions. Ouais, c'est vrai. Mais genre, t'es malade. C'est bizarre, hein. C'est terrible quand Ouais, même. on en est même à se demander s'il n'y a pas une théorie du complot sur le fait que c'est une drogue autorisée pour que les gens deviennent un peu tous des. Enfin, mais c'est vrai que tu crées. Parce que moi, par exemple, quand on rentre de scène le vendredi ou le samedi, moi je bois pas du tout quand je joue et je bois très peu au final. Enfin, je bois quand j'ai une soirée de temps en temps et ça me délivre, ça me permet d'être social et de trouver les histoires de bureau des autres gens en face marrantes. Oui, mais c'est et ça. Et de potentiellement draguer aussi parce que ça m'aide aussi là-dessus. Ouais, c'est Mais- un bon des... Franchement, ouais. ça m'aide là-dessus. Mais quand je rentre le vendredi ou le samedi d'un 23h45 au PAM, donc du coup il est 1h30 et que je suis dans Paris et je me balade et que je vois les gens bourrés, je me dis en fait effectivement c'est des gens qui sont pas dans la Mais même réalité que moi en ce moment Ah, et mais tu t'as- crées des gens. Ouais. Ah, mais c'est terrible. Et puis l'alcool, enfin, je veux dire, C'est marrant, ouais. c'est un truc normal, Mhm. mais c'est chaud, Ça a quoi. été parce normalisé que- de ouf. enfin, ça fait vraiment des dégâts monstrueux. Mhm. Et moi, justement, quand je rentre, par exemple, du Paname vers 1h du mat samedi et tout ça, je me dis, mais waouh! Et tu vois, encore une fois, voilà, les grands timides, par exemple, ça les aide. Après, tu vois, ça t'enlève ta timidité le soir, mais le lendemain matin, bon, bah, T'es la même c'est un personne. petit peu comme ça que tu deviens alcoolique finalement, parce que du coup, le lendemain matin, tu fais merde, je sais plus rien Je suis à encore dire. moi-même. C'est vrai. Et finalement, enfin, si tu veux, je trouve que souvent l'alcool, ouais, ça te désinhibe, mais ça t'emmène vers quelque chose qui est pas forcément, enfin, c'est pas toi, quoi, tu vois. Alors. Et là tu prends plus rien du tout de rien quoi. Non, moi je bois plus d'alcool du tout, mais ça c'est parce que j'ai un truc dans le sang qui fait que j'ai plus le droit Ok. de boire d'alcool, mais rien de grave.
Mais et puis la drogue, j'en ai fait le tour de la question. Enfin, si tu veux, je me suis droguée pour mes 12 prochaines résurrections. Non, mais c'est parce que c'est une question. On en fait le tour de ça. Ouais, bah, moi, ça m'a saoulée vraiment. Non, mais c'est marrant parce que c'est pas le mot normalement qui vient quand les gens arrêtent, c'est parce qu'ils sont sentis obligés ou ils ont été durs avec eux-mêmes pour machin. Et toi, j'ai vraiment l'impression que ça t'a saoulé, quoi. Ah ouais, puis tu sais maintenant quand je vois, oui, non, c'est ça que je veux dire sur l'alcool, c'est que souvent tu réalises que tu bois en fait pour supporter des mecs que tu ne supporterais pas à jeun. Donc en fait, au lieu d'essayer de dépenser ton argent à supporter des mecs que normalement tu ne supportes, rentre chez toi. Oh, bah, attends. Mais tu supporter la solitude. Ouais. Pas simple. Hein. Oui, non, ça c'est vrai. Mais la drogue, oui, non. Et puis en plus, moins t'en prends, plus tu réalises que, enfin, par exemple, si on prend la cocaïne, par exemple, c'est une drogue ça rend con vraiment. Enfin, tu vois, en fait, c'est des monologues. C'est des monologues. En fait, les gens ne s'écoutent pas. C'est-à-dire que les gens attendent que tu aies fini de parler pour enchaîner sur le sujet que eux ont envie d'aborder, qui n'a rien à voir avec. J'ai tellement vu ça. J'étais à une soirée il y a pas si longtemps. J'en ai jamais pris de ma vie beaucoup, donc je peux même pas te dire parce que je sais pas l'effet que ça fait. Mais j'étais à une soirée. Et à 2h30 du mat, on va dire, je me dis putain, mais il y a quasiment plus personne et tout. Et en fait, t'as un espèce de troupeau qui est sorti des salles de bain, des chouettes, enfin de tout. Ah bah et en fait, j'ai vu des gens arriver et effectivement, ce truc où on pouvait plus parler, quoi. Non. Mais non, ce n'est pas un échange. Il n'y a pas d'échange, en fait. Si tu veux. En plus, les gens qui ont un peu d'ego, ça prend des proportions démesurées. Voilà, tu te retrouves en face de Jean-Michel Melon. Ça me stresse, les gens qui comme ça, des gens plus qui s'abreuvent de leurs propres paroles. Déjà, à la base, ça me saoule, mais alors les gens... Voilà, mais non, mais en fait, la cocaïne, c'est des espèces d'exhausteurs d'ego. Donc... c'est ouf. Donc ouais, c'est très compliqué. Donc en fait, quand tu réalises... Après, il y a des drogues qui sont très fun sur le moment. Mais une fois que tu as fait le tour, moi je critique pas. C'est comme l'alcool, ça peut être très sympa sporadiquement, tu vois. Moi je bois une fois par an, par exemple. Ah oui. Il y a pas de... C'est arbitraire. Okay. En général, c'est pour oublier une succession de merde, tu vois. Et je dis c'est ce soir. Ça me redonne pas du tout envie de reboire derrière, tu vois. Mais ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà. T'as grillé le Joker en 2019 ou pas encore? Ouais, j'ai déjà grillé ma carte. C'était quand? Ouais, c'était au ski, là. Mais alors, ils m'ont fait chier parce que j'ai joué une date à Pralognan, là. C'était très sympa. J'ai joué mon spectacle au ski. Et donc, si tu veux, dans les stations, les mecs, ils m'ont fait chier avec le Génépi et la gentiane. Normal. J'ai pas craqué sur le Génépi et la gentiane parce que c'est juste la gentiane, par exemple. Les mecs te disent, ça sent la truffe, il y a de la terre et tout ça. J'ai senti le truc pendant une demi-heure, Loulou, je te jure. Hein. Ça n'a jamais rencontré la terre, ni la truffe. Ce truc est né dans un tuyau. Ça sent le kérosène. Cette substance n'a jamais rencontré une plante de toute sa vie. C'est marrant. C'est une horreur. Donc j'ai bu un peu de vodka. Mais tu vois, c'est vrai que ça détend sur le moment et c'est très bien. Mais ouais, en fait, si tu veux... Moi, je suis un petit peu revenue à mes 14 ans, quand tu t'amusais sans rien. Et en fait, tu n'as besoin de rien. Et en fait, c'est juste que quand tu as des bons potes et de la bonne musique, tu as besoin de rien, en fait. Bons potes, bonne musique. Alors, ce que tu appelles bons potes, c'est des gens avec qui tu ne te sens pas jugé, quoi. Ouais, mais même des gens... Mais même, ça peut être des gens, ou même des gens que tu connais ni Dave, ni Adam, mais qui sont fun, quoi. Quand tu es en bonne compagnie, et avec du bon son dans un endroit cool, ça se suffit. Non, mais c'est dur d'avoir de rassembler ce combo. Il est compliqué. Hyper dur à trouver. Ouais. Bah, du coup, parce qu'aujourd'hui, les gens font la teuf. Moi, j'en parlais récemment. Je sais plus à qui j'en parlais, mais j'avais l'impression que notre société est un peu à l'image de la façon dont les gens de notre génération font la teuf, quoi. Et j'ai l'impression que les teufs sont de plus en plus violentes, de plus en plus des gens qui écoutent leur son de leur coin, dans leur propre état à eux. Et en fait, moi, j'ai plus d'endroits où je me sens pouvoir faire la teuf d'une façon comme j'aimais effectivement à 16-17 ans, où je voulais quand même. Je trouve que déjà à Paris, il y a de plus en plus de bars bobo, enfin dans le sens où ça se regarde énormément. Et il n'y a plus vraiment d'esprit teuf, en fait, parce que je me souviens d'un bar, le Polymago, et il y en avait pas mal dans Paris à l'époque, tu vois, c'était des bars où tu rencontrais de tout. C'est-à-dire, il y avait le vieux marin, il y avait le mec, enfin, il y avait 15 000 personnalités. C'était en général des petits bars, tu vois, qui payaient pas de mine, mais tu ressortais de là, tu avais soit appris quelque chose, soit passé un moment extraordinaire avec un mec qui n'avait rien à voir avec la choucroute, enfin, tu vois, vraiment, c'était des moments de vie, quoi.
Et c'était tous les soirs différents. Aujourd'hui, tu arrives, tu payes un cocktail 15 balles, on t'installe dans un truc complètement aseptisé. Exactement. Où les gens se matent, personne se parle. Les gens se matent, ça, c'est un truc qui m'en fout. C'est ce qui fait que je peux plus aller en boîte de nuit, par terrible, exemple. ça donne pas du tout envie. Et puis, c'est pas du tout propice à l'échange, quoi. Non. Tu vois, il y a des tables qui sont pas du tout installées, genre, on va communiquer, en fait. Et, Ah, c'est trop bizarre. mais bon, moi, après, si on part dans le débat, réseaux sociaux et tout ça, moi, je trouve que déjà. On peut partir dans le débat. Bah oui, mais le simple concept de devenir ami, tu vois, sur ce Facebook. Ah oui, oui, oui. Les gens qui n'ont pas vécu la vie sans, en fait. Ont une vision erronée, j'ai l'impression. Ah bah j'en de parlais, moi l'amitié. j'ai une chance énorme d'être la dernière, à mon avis, d'être né en 1989, j'ai eu la dernière enfance la limite, sans réseaux sociaux. Mais moi, le truc des réseaux sociaux qui me rend le plus ouf, il y a les amis à égalité, parce que le fait de devenir ami, c'est devenu un truc, le mot ami Oui, est le devenu- mot ami est complètement biaisé, complètement quoi. fou. Et il y en a un autre, c'est que à force d'aimer les choses, poser des j'aime, que ce soit sur un machin, on a oublié que en fait, aimer, ça devait pas du tout être la première impulsion qu'on a pour quelque chose. À la base, normalement, on doit respecter, on doit trouver enfin, le fait d'aimer, c'est devenu un truc tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Bah ça, je sais. Enfin, tu vois, c'est et biaisé. ça va trop vite avec le mot aimer, avec le mot amitié. Enfin, des grands concepts qui me tiennent à cœur moi et qui sont devenus effectivement des trucs débiles, quoi. Oui, puis il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ont perdu ce truc de communiquer, tu vois. Rien que le fait de s'écrire une lettre à l'époque, tu vois, et ben, il fallait se faire chier quand même, mec. Il fallait acheter la carte postale, acheter un timbre, écrire le Non, truc. c'est vrai. Même si tu mettais une merde, mais c'est une attention, tu vois, un vrai truc, quoi. Ah, moi j'ai retrouvé toute la correspondance des gens qui vivaient dans les maisons de mes parents avant, c'était au grenier, Ouais, et c'est ils génial. s'écrivaient des lettres, et tu vois les lettres, parfois c'est des longues, enfin c'est des lettres d'amour par exemple, où le mec s'épanche vachement sur ses sentiments pour sa meuf, c'est etc. canon. Et tu te dis, ça devait être un mec d'une quarantaine d'années un peu bourru et qui devant sa petite lettre était là en mode Mais moi, je je trouve dis ça à ma génial. Josette ce que j'aime, hein. Je trouve ça Moi génial. aussi. D'ailleurs, quand j'ai des potes, des couples qui arrivent plus à communiquer, je leur dis souvent, écrivez-vous Écrivez-vous. des lettres, parce qu'en fait, tu peux pas, il y a des trucs que tu peux pas C'est l'avantage de la exprimer. lettre, c'est qu'en fait ça rend l'intensité moins intense entre guillemets. Parce que moi le problème c'est que je suis un peu trop intense en tant que personne et dans mes relations sociales et sentimentales de temps en temps. Et du coup je vais écrire ce que je pense vraiment. Et en fait effectivement le format lettre permet de faire passer cette intensité. Je le fais pas pour autant, hein, j'envoie pas de lettres, mais ça pourrait me sauver, je crois, Oui, parce puis que tu ça. te modères Ouais, un un peu, peu plus, peut-être. tu vois, Tu parce penses que à tu tes dis, ah mots. ben non, je vais pas mettre ça. Ouais, tu peux pas effacer. Enfin, il y a un truc. Ouais, non, c'est intéressant. Hein. Ouais. Et après, tu débats sur cette lettre, Ouais. tu vois, et donc du coup, les trucs sont déjà dits. Donc, Et il y a un avantage avec les lettres par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, on échange beaucoup trop. Moi, j'en parlais avec Paul de Chavannes, qui est une des dernières personnes avec qui je converse par message. Sinon, c'est soit pour donner rendez-vous, soit je sais pas quoi. Mais bon, Paul, il veut parler, on parle. Hein. Mais le truc, c'est qu'après, c'est un truc qui m'en fout aussi, c'est de me dire, mon père à mon âge, il avait écrit peut-être 20 lettres dans sa vie, et c'est tout. Moi aujourd'hui on pourrait éditer 4 livres de la Pléiade sur ce que j'ai écrit aux gens, tu vois. Alors si on mettait combiner tout ce que j'ai écrit à des gens dans ma vie là devant moi dans un bouquin, c'est un bouquin de 6000 pages quoi. ouais, c'est clair. Et quand tu prends ce recul là, je trouve ça hyper angoissant. Tu sais, ce truc de j'ai l'impression parfois, et c'est une image que j'arrive pas trop à faire marcher, mais et c'est pour ça que j'en ai jamais parlé sur scène, mais j'ai l'impression qu'on se crée un espèce de bagage derrière nous qui est de plus en plus lourd, et où on a des photos, on a des mots, où on a des Mais tu des ne messages. les lis plus jamais. Hein Alors que tu ne les lis pas. Tu ne en les lis fait, plus, mais le tu problème ne les c'est lis que plus. par exemple à l'époque de Twitter maintenant où il y a ces scandales à cause de la Ouais. twittosphère et des trucs comme ça, on remonte 10 ans plus tôt, bah oui t'as pensé à une merde, mais sauf qu'à l'époque nos darons devaient penser la même chose, mais ils l'écrivaient pas. Ouais, bah, bien évidemment. Alors que maintenant tu l'as écrit et c'est ancré, c'est là. Ouais. Et effectivement l'humain est mauvais, enfin l'humain a un fond où il peut avoir des pulsions mauvaises, mais avant tu l'écrivais pas et du coup tu pouvais changer. Maintenant c'est inscrit dans le temps ce que t'as été à l'époque. Bah ouais, c'est un petit peu le danger, mais tu sais, c'est comme quand on te dit t'écris un mail, fais toujours bien gaffe à ce que t'écris sur un mail, quoi, parce que ça reste, les écrits Ça reste de ouf. restent, quoi. Ouais. Donc en lettres anonymes, passe pour un corbeau, tu sais. Avec des lettres découpées Ouais. dans les journaux. Ouais, c'est ça. Non mais oui c'est vrai. Et du coup toi les réseaux sociaux, oui c'est pas un truc, oui mais moi non plus. Mais non, hein. mais il faut que je m'y mette, c'est un désastre. Mais Alors, alors moi la phrase faut que je mette aux réseaux sociaux, je la comprends pas parce que c'est pas un truc dont c'est pas du cheval quoi, c'est pas si tu d'équitation. veux, en plus c'est con parce que moi par exemple en Espagne, je faisais plein de petits sketchs vidéo dans ma chambre et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré un petit peu. Alors j'avais fait un tout petit truc sur le théâtre du gymnase, je crois, un truc comme ça. Ils m'avaient repéré via des vidéos de ça. Donc j'adorais ça, mais ça prend un temps de dingue, quoi. Tu sais, de penser au truc, de l'écrire, de le monter, de le machin. Et voilà, déjà, j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Mais si tu veux, ce truc des stories,
Tout est relatif, tu vois. J'avais pris Snapchat, là, tu vois, et j'avais fait un perso avec une moustache. Là, je l'avais appelé Jean Milouk. Et donc, il y a des gens sur Insta qui m'ont dit, ouais, on revu du Jean Milouk et tout. Mais c'est un truc momentané, tu vois. J'ai pas de l'intention d'en faire tout le temps, tu vois. Et le fait de filmer ma vie, moi, je n'ai pas ce réflexe, quoi, tu vois. Mais c'est pas un réflexe à avoir, je crois. Non. Il y a des trucs, des fois, qui me font rire, hein, tu vois. Il y en a qui rire, sont très forts pour oui, ça. mais un des gros problèmes que je vois pour moi, en tout cas, et après, il y a des gens qui sont très forts, comme tu le dis, mais c'est que ça t'habitue à exister tous les jours aux yeux des autres. Et moi, ça, je supporte pas, quoi. Vraiment. J'aime l'idée, par exemple, là, je suis en train de réfléchir à potentiellement couper mes messageries. Mais moi, complètement. je vais le faire parce que je n'écoute jamais, en fait. Ah non, alors, messagerie vocale, moi, c'est enlevé depuis 5 ans. J'ai plus de messagerie vocale depuis 5 ans. Je pense le faire Mais même sur Insta, en fait, j'aimerais qu'on ne puisse plus me contacter si on n'a pas mon numéro, par exemple. Et je me suis dit ça, je sais pas si c'est bien ou pas, et s'il y a des gens qui écoutent et qui voudraient envoyer des messages, je sais pas pour que vous le fassiez pas ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je me dis qu'il y a 30 ans, quand tu faisais quand t'avais une démarche créative ou artistique, tu te produisais devant des gens, ou alors ils écoutaient ta radio ou ton podcast ou machin, mais ils pouvaient pas te contacter, ils envoyaient une lettre à la prod ou des trucs comme ça, mais ils pouvaient pas aujourd'hui on peut te contacter du jour au lendemain, et du coup je pense que ça te bloque dans ta créativité parce que tous les retours que tu reçois, tous les trucs comme ça t'enferme et ça t'empêche de toi faire ce que t'as vraiment envie de faire, et le fait d'être contactable facilement, j'ai l'impression que moi c'est une oppression pour moi plus qu'autre chose, quoi. Ça va encore à la limite, pour moi ça représente pas trop ça, que les gens puissent me dire c'était cool ou voilà, ou moi je remercie les gens qui le font, mais ça, j'ai l'impression que c'est un truc que je vivrais bien sans, quoi. Oui, totalement, moi je te dis, si demain ça s'arrête, je le vivrai très bien. Il y a des gens, je pense que oui, ça on va pas donner de nom, on les a, mais ça devient très compliqué. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plein de trucs super parce qu'on a pu retrouver des gens qu'on n'aurait jamais retrouvés parce qu'on avait perdu notre Nokia 3210 et que c'est vrai. Et qu'on était les seuls à connaître. Donc, moi, j'ai retrouvé plein de gens que j'ai adoré de mon passé et je les ai retrouvés grâce à ça. T'as raison là-dessus. Et ça, c'est cool. Mais après, tu vois, comme je dis toujours, à quel moment, par exemple, tu fais une photo de tes coquillettes au jambon, enfin, tu vois, à quel moment? Parce que autant avant, par exemple, quand on n'en avait que des fixes, le jour où le téléphone portable est sorti, on s'est dit putain, c'est génial, on va plus rentrer chez nous avec 15 messages, alors viens à la soirée, bah non, il est trop tard, c'est niqué. À quel moment, en 92, tu t'es dit devant ta côte de porc, putain, c'est Chérie, trop con. Viens chercher l'appareil photo jetable. Pourquoi j'ai pas mon Kodak? J'aurais pu leur montrer samedi soir. J'organise une petite bouffe à la maison. Putain, c'est dommage, la côte de porc, je vous l'aurais bien montré. Hein, parce que, waouh. Jamais tu t'es dit ça. Non. Jamais, à aucun moment, tu t'es dit, putain, ça va me manquer, quoi. C'est vrai, c'est drôle. Et... Non, on s'est créé des besoins, Non, et puis il y a une espèce d'indiscrétion totale. Oui, c'est fou. Moi, j'ai vu des gens qui parlaient je sais pas, de leur cancer du pancréas. Enfin, je ne veux pas savoir ça sur un réseau social. Enfin, appelle-moi pour me le dire, mais ne le dis pas à 20 000 personnes qui ne te connaissent pas. Enfin, c'est terrible. Les enfants, quand tu as un nouvel enfant, des choses comme ça. Parce qu'en plus, il n'y a rien de pire que de générer la pitié des gens. Enfin, c'est un sentiment très dégueulasse, en fait, la pitié. Moi, je trouve aussi. En fait, tu génères la pitié chez les gens. Et qu'on te dise, mais ça va te tirer vers le bas, en fait. Ça ne va T'as envie d'être plein, quoi. Les gens ont envie d'être plein. T'as envie d'être plein, mais en fait, ces 2 prochaines années, les gens, au lieu de te dire hey, salut, ça va, ils vont te dire salut, ça va, ça va mieux. C'est terrible. T'as raison là-dessus. C'est un vrai truc, hein. Parce que j'en parlais avec une pote récemment j'ai l'impression qu'il y a un des gros sujets, parce qu'effectivement, le monde pour la personne lambda est mieux aujourd'hui qu'il y a 200 ans, on va pas se mentir aussi. Le monde évolue dans le bon sens aussi. Je vais pas envie de faire un discours complètement conservateur, etc. Mais effectivement, il y a ce truc on avait ce débat sur ce thème-là, mais c'est pas de dignité humaine un peu, effectivement, où j'ai l'impression que ça, pour le coup, c'est ce qui régresse, quoi. Ce côté des gens, il y a plus de dignité dans la vieillesse, il y a plus de dignité dans la maladie. Enfin, et je dis pas que c'est des moments durs, et du coup, effectivement, je pense que si t'as ce message-là et que t'es seul et que ça va pas, c'est un réflexe que de dire allez, je vais me faire plein d'un bon coup, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. C'est pire que tout, parce que ça te tire vers le bas, en fait. Que les gens sachent que tu vas mal, c'est terrible. Alors après, moi, par exemple, j'ai grandi avec cette phrase de mon père qui me disait Douli, si on te demande si tu vas bien, tu dis toujours oui. Si tu dis non, tout le monde s'en branle. Et c'est vrai. Mon père me disait exactement. Non, en gros, moi, j'étais toujours à 17 ans, j'étais sur un temps, enfin, j'étais pas bien et tout. Et j'avais cette tendance à être à fond avec les gens, etc. Et mon père vient me voir et me dit cette phrase, c'est une des seules phrases père-fils qui m'a marqué. C'est
va bien, parce que si tu vas pas bien, personne va bien en fait. Donc si tu vas pas bien, les gens s'en branlent de toi, va bien et ça ira. Littéralement. Et c'est marrant, putain, c'est ouf. Vraiment la même phrase, quoi. Bah oui, mais tu remarqueras, je veux dire, tu dis tout va bien, génial, et puis tu dis ça va pas, les gens s'en vont. Ouais. Bon, alors, oulala, attends, allô, je suis désolée, il faut que j'y aille. C'est vrai. Oui. C'est vrai, faut que ça aille bien. T'as ça comme philosophie du coup. Et du coup, attends, parce que là tu parlais à ton père de toi quand il disait ça jeune, et il t'appelait Douli. Douli, c'est vraiment ton prénom du coup déjà. Bah, c'est pas mon prénom, on m'appelle comme ça depuis que j'ai 3 ans. Ok, donc. Non, mais c'est ton prénom. Oui, c'est pas mon prénom légitime. Mais justement, ça fait 15 jours, 3 semaines que j'essaye de regarder. J'ai regardé vite fait sur les trucs de mairie pour changer officiellement de nom parce que mon vrai prénom n'est pas du tout. Enfin, il est pas moche du tout, mais c'est vrai que c'est pas moi, quoi. Tu vois, c'est une agression. Il y a que la BNP Paribas qui m'appelle comme ça, et que, du coup, c'est une agression auditive, quoi. C'est jamais pour des très bonnes nouvelles. Ouais. Ok. Les gens qui t'appellent comme ça. Okay. Ouais, c'est toujours. Et puis tu sais, c'était à l'école, quoi, pour m'engueuler ou un truc comme ça. Tu vois, c'est très anxiogène pour moi ce prénom. Et, ok. Ouais. Donc, ouais, Douli, Doudou, on m'a toujours appelé comme ça. Mais c'est très bien, ouais, ça te va très... Moi, je t'imagine pas t'appeler autrement en tout cas, mais. Ok, oui, il y a vraiment une volonté de rompre avec comment t'appelles. Ouais, parce que c'est comme si on t'avait donné. Mais, même mes parents m'avaient dit sur mon prénom, oui, on ne sait pas pourquoi, ça ne te va pas. Ils t'ont dit ça? Oui, mais si tu veux, ça ne me dérange pas parce que vraiment, je trouve aussi que ça ne me va pas. Même si je te dis encore une fois, c'est un prénom qu'il y a plein de gens qui le trouvent très joli, mais c'est pas moi, quoi. Tu vois, c'est pas ta personnalité. Ok. Bah écoute, non mais c'est très bien, moi j'aime bien Douli, de toute façon, c'est comme ça que je t'appelle. Mais... Et du coup tu disais juste un truc avant, et ça c'est un truc qui m'a... Tu dis si ça s'arrête, c'est pas très grave, et ça on sent chez toi ce truc où effectivement enfin tu vois, on a l'impression quand on te voit, et c'est pas qu'on a en face de nous quelqu'un d'assez libre, assez forte, qui sait à peu près qui elle est, et qui s'en fout qui est prêt à affronter ce qui se passe, quoi. Mais est-ce que quand même vis-à-vis du stand-up, là, tu sens que tu tiens un truc que tu as envie de garder quand même? Ah non, je disais, si ça s'arrête, le stand-up, pas là-dessus. Moi, je parlais des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, mais ça va avec et tout, enfin, disparaître, quoi. Mais si tu veux, il y en a plein qui s'en sortaient très bien sans. Ouais. Je veux dire, on trouverait plein d'autres moyens de communication. Bien sûr. Mais le stand-up, du coup, c'est vraiment un truc là que tu veux pas lâcher. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est à plein de niveaux, qui nourrit et T'as été piqué. Ouais. Ça y est, je suis condamnée. C'est une sorte de condamnation, ouais. Mais tu sais, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, tu sais, même les gens, quand ils te disent t'as 2-3 jours de congé ou quoi, bon, ça nous arrive un peu jamais, mais même quand tu fais rien, tu le fais, en fait. Ça te poursuit. C'est-à-dire que t'as ce syndrome de... Dès que tu vois un truc, tu l'écris et tu dis ah putain, mais ça pourrait être... C'est constant, en fait. Tu ne peux jamais lâcher le truc, quoi. Moi, c'est exact. Enfin, en gros, j'essaye de quand même de me contrôler sur le fait de... Avant, je regardais pas un film ou un documentaire ou un truc sans me dire tiens, ça me fait penser à une blague. Et ça, je pense qu'il faut par contre trouver un moyen d'arrêter. Il faut lâcher des fois. Il faut lâcher, je pense. Ouais, mais c'est très dur parce qu'en fait, malgré tout, même quand tu lâches, tu le notes quand même dans un coin. Tu sais, sur un bout de papier. Ouais. C'est pervers, hein. Oui, puis en plus, moi, par exemple, j'ai une capacité. On a des très bonnes mémoires, mais là-dessus, dès que tu as une idée, moi, j'ai une capacité mémoire approche du zéro, quoi. Enfin, j'ai l'idée, si je la note pas, 10 secondes après, je l'ai perdue, quoi. Ouais, tu vois. Et tu arrives à faire de ces idées-là après les. Enfin, est-ce que tu n'as pas 200 000 idées en trop par rapport au texte? Enfin, moi, je sais qu'il y a aussi. Comment tu passes de j'ai une idée à je l'inclus dans un texte? Souvent, j'écris 3 pages et je garde 3 lignes. Ouais, c'est ça. Mais tu testes des gros pavés. Ah, tu testes des pavés, toi? Ouais. Dernièrement, là, j'ai testé un texte sur la défense des mecs hétéros, tu vois, au Paname, là. Et c'était un gros truc. J'aime tout ce qui fait partie de ce texte, mais tout n'est pas efficace au final, ou tout n'est pas en tout cas percutant, ou alors c'est trop clair dans ma tête et ça l'est absolument pas pour les autres. Exactement. Et du coup, si tu veux, il y a plein de trucs à retravailler et tout ça. Malgré tout, j'ai quand même gardé certains bouts de ça pour défendre les mecs hétéros, là, où genre... Moi, vraiment, tu vois, cette partie, c'est un truc qui me tient à cœur parce que j'ai grandi entourée de mecs et je connais énormément de mecs adorables. Et quoi. et tu sens qu'il faut les défendre? Un peu, ouais, sur certains trucs. Parce que,
Oui, ouais, je suis d'accord pour l'égalité des salaires, l'égalité de tout ça, mais je suis pas d'accord pour dire qu'on est égaux. On n'est pas égaux. Vous avez une bite et nous, non. Je veux dire, on a des différences et c'est ça qui est joli aussi. Je veux dire, on va pas tous. Tu vois, maintenant, les mecs, ils nous tiennent plus la porte parce qu'on les a insultés un jour en leur disant « Ah, c'est bon, je peux me tenir la porte toute seule. » Bah ouais, c'est dommage. Ça, c'est joli aussi. Oui. Ah bah moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un énervement dans ce débat, effectivement, que je comprends, mais c'est marrant de sentir maintenant que des meufs te disent il faut défendre les mecs hétéros. C'est un débat quoi. décalé, quoi, parce que je trouve que oui, qu'on se batte pour des droits de salaire et tout ça, je suis d'accord, mais qu'on se batte pour des trucs, je veux dire, j'ai envie de dire, moi, t'as du temps à perdre, en fait, parce que c'est de l'énergie à dépenser. Ouais. C'est pas un bon débat, quoi, tu vois. Tu crois que c'est pas un bon débat ? Non, mais tu vois, par exemple, moi, je parle dans mon sketch des hommes battus, là, tout le monde s'en branle. C'est mais vrai. tout le monde s'en branle, mais même des potes très proches qui me disent, mais un homme n'est pas battu. C'est-à-dire, à partir du moment où tu pars du principe que c'est pas un bodybuildé qui sort de la salle, qui a plein de potes et qui a une vie sociale épanouie, qui se fait taper sur la gueule du jour au lendemain. C'est tout un processus, tu vois. Ouais. Oui, mais il y a le côté de défendre la minorité par rapport à une majorité qui a encore trop besoin d'être défendue peut-être aussi, quoi. Ouais, mais c'était Navo qui me disait, mais là, t'es trop en avance. Navo, il disait ça ? Il disait, ouais, là, en fait, on n'a pas encore validé le débat sur la défense des nanas, que t'es déjà reparti sur le... C'est drôle. Ouais, c'est vrai, c'est un peu de ça. Mais bon, non, mais c'est bien que t'en fasses un texte, c'est juste que c'est marrant, effectivement, que tu te sentes besoin d'en faire un, quoi. Mais parce que moi, je te dis, j'ai beaucoup de mecs autour de moi et qui sont hyper sensibles et qui vendraient tout ce qu'ils ont pour leurs femmes et pour leurs nanas. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est ce truc de les mecs, tous des connards, je suis pas d'accord. Non, ouais, je comprends. Et il y a beaucoup de ça dans le stand-up féminin aussi, tu vois. Donc, si tu veux. C'est vrai. Moi, j'aime bien aussi remettre stand-up féminin, là, j'imagine que tu le dis pour. Mais c'est pas un vrai. Si, tu crois qu'il y a un stand-up féminin ? Non, mais je veux dire, c'est un thème qui revient chez les meufs qui font le stand-up. Ouais. De dire que. Tu sais, c'est pareil, sur certains plateaux de nana, entre guillemets. Il y a des plateaux nanas, c'est vrai. Oui, mais moi je suis pas très fan de ça. Moi non plus, et j'en avais parlé une fois dans un podcast et il y a 2-3 personnes qui m'avaient dit que c'était pas bien de dire ça, mais c'est pas très grave. Mais moi par exemple, j'ai eu un plateau pendant 2 ans, j'ai jamais invité une meuf parce que c'était une meuf, quoi. Et il y a pas des plateaux dits de mecs, donc je veux dire, mais après, la personne qui me disait ça, il me disait que si le point de départ de toute égalité entre guillemets à un moment donné, c'est de l'égalité des opportunités, et que en faisant des plateaux de meufs, en fait, tu offrais aussi à des meufs le pouvoir de pouvoir jouer sur des plateaux alors qu'elles ont pas. Mais bon, j'étais pas trop d'accord avec ça, mais bon, bref, oui. Ouais. Non, mais après, c'est sûr, hein, je veux dire, mais c'est vrai que je suis pas objective dans le féminisme parce que j'ai grandi entourée de mecs et de bons mecs et je suis d'accord. Il y a des connards et des connasses partout, quoi, tu vois, et je pense qu'on est tous égaux là-dessus. La seule égalité, c'est le fait qu'il y ait autant de connards que de connasses. Je crois que c'est vrai, hein. Autant de connards que de connasses, c'est une belle. Ça pourrait être le titre de ton de ton deuxième spectacle. L'addiction, pour moi, c'est un titre qui s'est imposé, du coup, quand même un petit peu. Genre, c'est. Oui, moi je les ai toutes eues. Hein, c'est à la nouvelle scène déjà, vite fait, on va le faire comme ça, au moins ça sera fait, mais la nouvelle scène. Nouvelle scène tous les samedis à 19h. Tous les samedis à 19h, tiens, c'est cool comme créneau. Ouais, c'est cool. C'est un peu tôt pour parler d'addiction. Tu sens ça ou pas ? Ouais, des fois je me dis peut-être que le 21h30 serait plus adéquate. Bon, après ils sont à l'heure de l'apéro, hein, c'est parfait. Mais oui, non, l'addiction, déjà je pense qu'on est tous addicts à quelque chose. Oui, on est une société de plus en plus addicte en plus. Ouais. Et après, si tu veux, il y a toute forme d'addiction, tu vois. Il y a l'addiction au sucre, l'addiction à la bouffe, la clope, les drogues, le jeu, le sexe. Enfin, il y en a tellement. Je pense que, et même des trucs complètement décalés. Enfin, tu vois, tu peux être addict à une série et ne plus jamais t'en sortir, aux jeux vidéo et aux jeux d'argent. Enfin, et du coup, oui, moi, j'essaye d'enlever des tabous, surtout sur les junkies et ce qu'on pointe du doigt, tu vois, les mecs quoi comme drogués, tabou, entre guillemets. Quel genre de tabou, juste c'est-à-dire qu'on a tendance à dire les junkies, c'est des mecs qui volent, qui mentent, les nanas qui se prostituent. Alors, je dénigre absolument pas la prostitution, par exemple. J'aurais très bien pu être capable d'en faire si j'avais eu besoin voilà, si j'avais pas eu le choix. Mais par exemple, le vol, le mensonge et tout ça, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin d'être déjà un drogué pour le faire. Et puis, au-delà de ça, tous les drogués ne font pas ça.
Et puis, on juge énormément ceux qui se fournissent porte de la chapelle. Tu peux te faire prescrire la même chose sur une ordonnance. Et en plus, c'est remboursé par la Sécu. C'est ça qui est génial. Ça porte juste un autre nom. Mais ça, on juge pas. C'est fou. Donc, si tu veux, c'est toute l'hypocrisie de ce truc, quoi. Ouais, j'en parlais dans l'épisode avec Marina Kars du fait que j'ai essayé de prendre un anxiolytique, je sais plus lequel, quoi. Ouais. Mais l'effet que ça a eu sur moi, ça m'a terrifié, quoi. Oui. Plus que n'importe quelle drogue, ça m'a terrifié. C'est-à-dire que j'en parlais rapidement. Enfin, je te fais parce que les autres, si les gens ont écouté, ils ont déjà écouté l'histoire. Mais je suis fan de Marseille, l'équipe de Marseille depuis que j'ai 7 ans, 8 ans. Je regarde tous les matchs quasiment. Et j'étais à un truc et j'avais pris ça. Et un pote en avait un. J'ai essayé pour voir, tu vois, ce machin. Et Marseille perd à la dernière minute sur un match horrible, on devait pas perdre. Je me suis endormi 10 minutes plus tard en mode j'en avais rien à branler. Oui, mais... Et c'est la première fois de ma vie en 20 ans de ce... Et ça, c'est un effet terrifiant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune drogue au monde qui pouvait me faire cette... Enfin, je vais pas essayer toutes les drogues du monde, mais... Tu peux... c'est-à-dire qu'on t'annonce la 3e guerre mondiale, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles, non, mais c'est un truc de mal. On a créé des... Mais tu vois, là, aux États-Unis, il est en train de se passer un truc dramatique avec des antidouleurs. Et je savais pas, c'est quoi ça? C'est des antidouleurs, en fait, si tu veux, c'est l'héroïne de Monsieur Tout le Monde, quoi. L'héroïne de Monsieur Tout le Monde. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que... je pense que les gens qui n'ont justement jamais connu les drogues dures et qui, du jour au lendemain, se font prescrire quelque chose d'aussi fort que ça... Bien évidemment, quand tu as une vie de merde, tu prends ça, ta vie de merde, tu la trouves beaucoup plus acceptable quand tu es défoncé sous cacheton. Donc si tu veux, si tu n'as pas conscience des effets du revers de la médaille, on va dire, du coup de pelle qui te pend au nez derrière, c'est très facile de tomber accro à ces trucs-là, quoi, tu vois. Et c'est, encore une fois, remboursé par la Sécu. Je veux dire, tu vas chez ton médecin, et puis il y a des dealers chez les médecins, mais c'est dramatique. Moi, j'avais des médecins, et je leur disais, alors, j'ai entendu parler de ce truc, c'est sympa, mettez-moi 3 boîtes, ok. Sinon, vendredi soir, j'ai un pote qui m'a fait goûter ça, c'est sympa, hein. Est-ce que je pourrais en avoir une petite fiole? Mais bien évidemment, mademoiselle. Je vous en mets pour combien de temps? Oh, mettez 6 mois. Tu vois, c'est terrible. C'est-à-dire, tu peux à peu près te faire prescrire n'importe quoi. Et tu te sens C'est marrant parce que quand tu dis ça et tout, et quand on parle du début de l'histoire, on sent en toi une volonté de défendre les gens qui subissent des clichés on a l'impression que ça t'énerve, quoi. Oui, ça m'énerve parce que, si tu veux, acceptons, tu vois, c'est comme l'alcool, quoi. Enfin, je veux dire, on va juger des mecs, tu sais, c'est comme un mec, on va le mettre en tôle parce qu'on l'a cramé avec 3 pétards de weed dans la poche. Et par contre, on laisse Jean-Michel qui se met complètement caisse à 12 grammes. Il y a quand même une aberration, quoi. Enfin, c'est quoi le délire, en fait? Il n'y a pas un truc qui vous choque, tu sais, genre... C'est la même chose, les gars, quoi. Jean-Michel qui a 12 grammes et il doit... Ouais, c'est vrai, tu dois trouver... Le mec, il est plus dangereux que n'importe quel mec qui a fumé 10 bédos. Enfin, tu vois, Jean-Michel, il est... Non, lui, il est dangereux. Il est très dangereux. Donc... Imprévisible. Ouais. Donc, si tu veux, c'est un peu... Et alors, t'arrêtes l'héroïne, les gens te crachent dessus, tu vois. T'arrêtes la codéine, les gens te conseillent un thérapeute et te disent « Oui, attends, je connais un super acupuncteur. » C'est la même chose. Et en fait, le même produit. Et le point, le point commun de tout ça, c'est qu'en fait, effectivement, ce qu'on répète... Et moi, c'est un podcast censé être avec des humoristes, mais c'est pas... Mais il y a un truc que je trouve qu'on dit pas assez et qu'il faut dire, c'est que la vie est dure, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on dit pas assez aux gens, c'est que c'est dur à la base. Et je pense que ça libérerait un peu les gens d'entendre dire ça de temps en temps, et que effectivement il faut pas se juger parce qu'effectivement, enfin, tous ces gens dont on parle depuis le début là, c'est des gens en fait qui doivent juste sortir d'une espèce de quotidien qui t'écrase, quoi. Mais complètement. Puis, en plus, nous on a grandi avec des téléfilms de M6 où tout le monde est content et genre l'amour c'est génial et la vie c'est top, et après demain tu vas passer dans l'université de tes rêves et puis après tu vas avoir un boulot incroyable, et en fait pas du tout. Donc forcément, à un moment donné, quand tu es dans la brèche, tu tombes par hasard sur un produit qui te fait oublier ce moment de merde, et puis voilà, on peut pas juger, c'est même pas une faiblesse de tomber. Tu sais que souvent les gens qui... Alors je dis pas que tous les gens qui n'ont pas pris de drogue et tout ça, qui n'ont jamais goûté à ça, sont comme ça, mais souvent, moi les 3 quarts des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais touché à la drogue, c'est soit par peur, parce qu'ils avaient très peur de pas gérer le truc,
soit parce qu'ils avaient justement peur de tomber accro, parce qu'ils se connaissent trop bien et qu'ils savent que sur une connerie, genre sur un caramel, les mecs ils peuvent devenir psychopathes. Exactement. Et ils me disaient souvent, bon bah moi, je sais qu'en essayant tel ou tel produit, je vais faire de la merde. Samuel disait ça justement, qu'il essayait pas parce qu'il se connaissait qu'il allait devenir accro. Quoi. C'est ça, ouais. Et pour les autres, ça c'est un vrai truc. Pour ceux que tu dis, la première catégorie qui essayent pas parce qu'ils ont peur, généralement c'est que c'est des gens qui se sont tellement trop menti à eux-mêmes toute leur vie qu'en fait le moindre pétard ou le moindre truc, en fait t'as un espèce de... Oui, en fait pour moi les bads sont à chaque fois créés par le fait que tu t'es rendu compte d'un truc en toi en fait que t'avais repoussé trop longtemps et qu'en fait... Et les gens bien dans leur tête généralement font pas de bad quoi, j'ai l'impression. Ah le bad c'est très particulier quand même parce que... ah ouais. Ouais bah ça touche des... Enfin moi je sais que... Et plus tu en prends plus tu les as je crois. Hein, ok. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus il y a une peur de perdre le contrôle et il y a des gens qui sont tout le temps dans le contrôle quoi, tu vois, et qui veulent absolument tout contrôler. C'est pas mauvais d'être dans le contrôle, non, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, il faut savoir un peu lâcher le truc parce que tu peux pas tout contrôler, tu pourras jamais tout contrôler. Mais c'est vrai que c'est cette peur de pas gérer en fait, et je la comprends tout à fait. Mais on peut l'avoir sur scène parfois à la limite. Ouais, putain, laisse. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça que on a quand même un métier. J'ai l'impression que nous, on est en examen, c'est comme si on passait un oral tous les jours en fait, de toute l'année. Donc c'est cool, quand t'es étudiant, c'est en fin juin, tu vois. Ouais. Nous, non, t'es tout le temps. C'est de janvier à janvier. Et ça t'oblige à être bien en truc. Enfin, j'ai remarqué un truc récemment, c'est que j'ai l'impression que je fais le passage dans lequel je suis conditionné à faire ce passage. C'est-à-dire qu'il faut que je sois bien. Enfin, il faut que je sois bien. Tu peux pas être bien tout le temps, mais au moins être le mieux possible par rapport à ce que je peux être. Parce que moi, les fois où j'ai le moins bien marché, c'est les fois où avant je m'étais auto-convaincu que je marcherais pas ou je sais pas quoi, et en fait elle t'oblige à quand même apprendre ton cerveau à te mettre dans un état d'esprit positif en te disant allez ça va aller, parce que tous les soirs quand tu vois 4-5 personnes passer avant et que tu vois que ça marche pas et que tu sais que t'as des moins bonnes blagues que les 3 personnes qui sont passées avant et que tu dois y aller, il va falloir y aller quoi. Terrible. Mais il y a quand même une sorte de schizophrénie parce que tu vois, moi par exemple c'était il y a une semaine là, j'ai cru que j'avais perdu au théâtre de 10h ma carte bleue, ma carte d'identité, ma carte vitale, tous mes papiers, toute ma vie. Et je devais monter sur scène 2 minutes après et j'avais pas du tout envie de les faire rire. J'avais juste envie de dire, vous savez ce qui m'est arrivé. Horrible. Et oui, il y a une sorte de schizophrénie, comme quand tu sors d'un enterrement horrible et que tu dois aller faire rire des gens. Il faut quelque part, c'est terrible. Moi, je me souviens justement d'un enterrement où on m'avait dit, c'était limite les gens me donnaient leurs condoléances à moi de devoir aller faire rire. À ce moment-là, c'était le spectacle que je devais jouer 1 heure après, tu vois. Mais quelque part, ça nous sauve aussi, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps de se morfondre, tu vois. Je crois, et moi ça me fait beaucoup de bien parce que moi j'ai une tendance enfin si j'avais pas eu ça, avant j'avais une tendance à me morfondre. Mais là t'as pas le choix en fait, non. Tu dois y aller. Et justement après quand je suis sortie de scène, tu vois, j'avais limite, je le prenais plutôt bien le coup de la carte bleue et tout ça. Ah ouais. Ouais, tu vois, il y a vraiment un truc. Ouais, il y a un truc mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté schizophrène, comme quelquefois quand t'es sur scène et tu balances ton texte et ton cerveau pense à autre chose. Pense à ce mec du premier rang qui te regarde mal et que tu sais pas si tu dois lui dire un truc. Exactement. C'est terrible. Et t'entends les rires en fond, tu les entends pas au premier degré, les rires ils sont comme un bruit de fond, alors que c'est horrible ça. Quand ça arrive, c'est horrible, il faut se reconnecter vite. Tu sais jamais s'il faut désamorcer ce truc ou pas, tu vois. Je sais jamais s'il faut mettre les pieds dans le plat, tu vois, ou pas, tu vois. Parce que si ça se trouve, cette personne n'est juste pas expressive, tu vois, et elle t'en veut absolument pas. Et peut-être que de le faire remarquer ça aux autres, c'est très dur. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je pense que il faut le faire si tu sens que les autres sont touchés par ça. Quoi. Si c'est que toi, il faut mettre de côté ton ego et faire abstraction. Mais si tu sens que là, pour le coup, il faut y aller quand même, quoi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que, tu vois, quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui quand ça dérange ou quoi que ce soit, il faut. Ça, oui. Moi, ça m'est arrivé parfois de trop faire abstraction. C'est une des pires scènes de ma vie, d'ailleurs. Et en fait, même les gens en viennent à même plus te respecter toi, parce qu'en fait, t'es en train de laisser l'autre. Tu dois être un peu le patron, quoi, sur scène aussi, quoi. Bien sûr. Chose que je sais pas trop. Enfin, mais c'est vraiment une. Moi, j'ai appris ça à petit à désamorcer les mecs comme ça qui en général ils se calment, tu vois. Il y a juste une fois moi où au Paname là où j'ai eu il y a une fois où ça a été dur. Ouais, je me suis carrément embrouillée avec eux sur scène. Je savais pas. Mais ils étaient très lâches parce que en plus il y avait il y avait Tariq, Ahmed, Sparrow, je sais plus, je pense qu'il devait y avoir Lenny, il devait y avoir
toute cette bande de loulous qui déboîtent et qui en imposent, tu vois. Et si tu veux, ces deux mecs-là ont pas moufté. Ouais, et quand c'est toi. Ouais. Ah, c'est horrible. Donc c'est très lâche. D'ailleurs, je les ai traités de lâches. Et quand Ahmed est venu pour me défendre à la fin, tu sais, quand on faisait le chapeau, il s'est mis à côté d'un d'eux et l'autre, il s'est chié dessus littéralement. Et du coup, il est venu s'excuser après. Je lui ai dit, mais pas du tout. Là, tu t'excuses parce que tu as peur. Ouais. Tu as peur d'Ahmed. Mais tu viens de mettre le point sur un truc, tu t'excuses parce que tu as peur. C'est, je crois, le cas de 80. Aujourd'hui, on est dans un monde d'excuses où les gens s'excusent publiquement, s'excusent machin. Ouais, c'est vrai. Et on est dans un monde d'excuses apeurées. Tu viens de me donner un déclic en disant ça, mais tu t'excuses parce que tu as peur et tu l'as dit en disant ça compte pas. Non, ça compte pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les excuses qu'on voit quand quelqu'un a dérapé ou quand quelqu'un je sais pas quoi, en fait, on a que des excuses de gens apeurés, quoi. Et c'est ça qui fait que ça va pas, c'est que ça marche pas les excuses apeurées. Non, ça marche pas du tout parce que tu as besoin de sentir que le mec qui s'excuse, il le pense vraiment. Bah, Pas pour les conséquences qui peuvent lui tomber sur la gueule. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'une excuse, c'est le bon wording, la bonne lettre, et bien évidemment en écriture inclusive, sinon c'est pas une vraie excuse. C'est terrible. Et en fait, on va dire, waouh, ok, en fait, non, il faut qu'on sente. Déjà, t'excuses pas publiquement parce que les gens autour, en fait, n'en ont rien à foutre, bah t'excuses auprès des gens à qui te fait du mal. Oui, puis en plus, tout ce que tu pourras dire pour être retenu contre toi, quoi. Il y a un peu ce côté. Mais c'est vrai que, tu t'excuses parce que t'as peur, c'est une belle formule limite. Ok, ok, donc oui, des moments difficiles. Mais bon, vas-y, pardon. Non, vas-y, toi. Non, j'allais rebondir sur autre chose. Ouais, vas-y. On parle d'autre chose. Ok, parce que en gros, donc on parlait de scène, etc. Et du coup, t'as aussi voyagé tu m'avais parlé que t'avais joué, par exemple, là, t'as joué à Dubaï récemment, par exemple. Voyager pour faire du stand-up, tu pensais que ça arriverait un jour? C'est génial. Parce que aller visiter Dubaï pour faire du stand-up, c'est quand même dingue. En plus, je pense que ma personnalité aurait fait que je ne serais jamais allée à Dubaï. Voilà, en plus, évidemment, j'en parlais à Paul non plus, mais du coup. Pour le plaisir. Mais du coup, c'était vraiment génial. D'ailleurs, j'ai adoré partager ces moments avec Paul et tout ça. C'était top. C'était une équipe vraiment top. Et moi, en fait, je suis bien partout sur la planète. Je suis pas de trucs ancrés, tu vois. Tu me fous n'importe où. J'ai juste besoin d'un truc, c'est que les gens soient cool. Voilà, une équipe cool. Voilà. Si j'ai une équipe cool, tu peux me foutre dans la situation la plus misérable du monde, le truc le plus claqué, pourri. Si l'ambiance est cool, tout passe. Et on peut vraiment s'éclater. Ça a toujours été comme ça? Plus c'est pourri, j'ai envie de te dire, plus c'est drôle. C'est ce que tu veux dire en plus. C'est pas drôle quand tout se passe trop bien, tu vois. Mais là, tout était cool. Et là, limite, j'ai envie de te dire, même les trucs, tu vois, par exemple, les visites et tout qu'on a fait, c'était pas non plus, mais on a trouvé quand même le côté drôle de l'instant, quoi. Et alors, jouer dans une ville d'expats où tu te dis, mais enfin, est-ce que t'es stressé avant de monter ou t'es stressé parce que surtout, tu sais pas qui tu vas avoir en face de toi. Du tout. Aucune idée. Je crois que même dans l'organisation, ils savaient pas trop vraiment ce qu'il y avait dans la salle. Mais ça s'est vraiment très, très bien passé pour tout le monde, ouais. Non, c'est vraiment cool. Mais moi, j'ai envie de réitérer sur plein d'endroits. Mais t'as fait Montreux aussi. T'as quand même déjà beaucoup bougé, c'est cool. Franchement, en peu de temps, je trouve que quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais dans 2 ans, il y a 2 ans de devoir faire un one-woman show, je sais pas quoi, et là, d'être partout, enfin, c'est... Oui, puis ce one man, en fait, il a au début, il a gardé le même nom, mais il n'a plus rien à voir. Je change toutes les semaines déjà. Ah oui, tu t'as pas un spectacle figé? Si tu veux, c'est toujours enfin, depuis le début, il a énormément changé. C'est quasiment que du stand-up maintenant. Il y a que les 3 dernières minutes où ça switch sur un petit truc. Mais sinon, c'est que du stand-up. Et donc, t'es obligé à un moment donné de reformater le truc et tout ça. Et puis, toi aussi, t'évolues, tu vois. Donc, à un moment donné, il va falloir que j'arrête, tu vois. Et que je passe à un autre spectacle. Mais tant que celui-là, je ne l'ai pas vraiment rodé et tout ça. Surtout, vraiment, je te dis, il y a eu 200 versions du truc. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'addiction. Mais l'addiction, c'est un sujet hyper large. Mais c'est très dur de parler de drogue dure. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis nana ou si c'est parce que les gens ont du mal avec ce thème-là. Mais j'essaie justement de le rendre mainstream pour toucher. Parce que moi, je m'en fous de toucher les junkies, tu vois. C'est pas mon but. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Ouais, déjà, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Ils n'achèteront pas les produits dérivés. Mais en plus, c'est pas eux que je veux toucher. Parce que eux, bien évidemment, ils sont conquis. Bien évidemment, eux, ils vont rigoler, tu vois, parce que ça les touche directement. Mais c'est pas eux que j'ai envie de toucher, tu vois. Oui. C'est un peu Charles Nouveau qui fait un spectacle sur le foot et qui veut toucher les gens qui n'aiment pas le foot, quoi. Exactement.
J'aimerais que ça touche à peu près tout le monde, quoi, tu vois, le rendre vraiment... Et pourtant, là, tu m'as dit, là, t'étais allé jouer dans le sud de la France, là, et que ça avait pas touché grand monde, là. Ah ouais, là, Ça se passe comment quand t'es booké pour faire ton spectacle loin de Paris, que t'y vas et que tu passes 1 heure où ça marche pas et après tu rentres, enfin il y a quand même une forme de... Il y a pas mal d'humoristes du coup en parlant de cette expérience qui m'ont dit qu'ils en avaient chié dans le sud, alors sud-est plus, mais si tu veux déjà le stand-up n'est pas arrivé là-bas, donc ils n'ont pas du tout cette culture-là et au-delà de ça souvent c'est des publics quand même relativement âgés, on est quand même sur c'est ton dernier spectacle. Donc, ouais, là, il y a Odette dans la salle et Odette, elle comprend pas toutes les blagues et c'est normal, tu vois. Même moi. Mais toi, tu joues pareil du coup pour le coup, tu fais quoi là? Tu te mets dans une bulle? Non, mais si tu veux, pour te donner un exemple, moi, je donne toujours une petite boîte à meux à un délégué au premier rang. Je dis, j'ai tendance à parler rapidement, tout ça. Donc, je peux éventuellement m'emballer et les gens peuvent perdre le fil. Donc, je lui donne la boîte à meux et je dis, on applaudit le délégué de ce soir et tout ça. Donc, en général, le mec ne retourne pas cette boîte à meux, ou très rarement parce que je le tétille un peu dans le spectacle, donc il la retourne que quand je le tétille, tu vois. Et là, au bout de 2 minutes, André retourne la boîte à meux. Et je lui dis, mais André, pourquoi pas déjà? Enfin, j'ai dit 3 phrases, pas maintenant. Et il me dit, je comprends rien. Oh merde! Je ne comprends rien. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur à ce moment-là. C'est pour te donner un petit peu le niveau de... voilà. Ah, donc, c'est dur à ce moment-là. Là, faut rebondir. Oui, bah t'es obligé de dire, je vais essayer de faire ce spectacle en slow motion, André, mais je sais pas si je vais tenir sur ça veut dire quoi, slow motion? Exactement. L'enfer. Exactement, non, mais c'est terrible. Et je pense que concrètement, enfin, tu vois, quand... on n'a pas notre public. C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est l'importance de se créer un public. Quoi. C'est-à-dire que quand tu as ton public, après, t'es bien. Et même quand tu as ton public, tu peux avoir des mauvaises expériences parce que dans ce genre, moi par exemple, l'expérience café-théâtre, le problème c'est qu'ils ont un abonnement à l'année, souvent, et que du coup, peu importe ce qu'ils vont voir, ils y vont, et voilà. Tu vois, c'est Pierre Thévenoud qui me disait t'avais qu'à partir en bingo ou en trivial poursuite. Ça aurait beaucoup plus cartonné. Et il avait raison. Mais voilà, après, je pense que c'est surtout une question d'âge et, d'âge, et de mentalité peut-être aussi, tu vois. On est quand même dans un... Enfin, si tu veux, j'en parlais parce que pourquoi les pays latins, le stand-up met un peu plus de temps à arriver, c'est que rien que dans la façon de parler des Américains, les mots qui viennent à chaque fois, c'est « I feel like ». Enfin, ils parlent de leur feeling tout le temps, « I feel ». Et dans les pays latins, il y a un peu ce côté un peu dur, on parle pas de ce qu'on ressent. Et moi, j'ai senti parfois au début, quand j'ai joué en première partie de Shirley, en dehors de Paris, quand je commençais et que je voyais des publics un peu plus vieux, de voir des gens dire mais attends, pourquoi il me parle pas du problème des chiottes à la turque là? Pourquoi il me parle de ses feelings? Pourquoi il me parle de... Tu vois? Ouais, mais moi, tu vois, mais bien sûr. Et les gens ont du mal avec un mec qui parle de ses vrais... Alors, faut pas non plus rentrer dans le pathos comme tu disais, parce qu'il faut pas... Tu l'as dit au milieu du podcast, ça m'intéressait, mais faut pas non plus générer la pitié des gens, faut pas non plus... Surtout pas. Enfin, moi, je suis contre ça. Ça, je suis d'accord avec toi, mais par contre, parler de soi et tout, je pense que c'est un truc qui gêne encore la culture latine, quoi, ce truc de... Ben ouais. Après, nous, par exemple, avec Tristan et Charles et tout ça, on fait du stand-up en espagnol, et ça, c'est hyper sympa. Et ils sont assez réactifs. Et après, moi, j'estime que la France, c'est pas vraiment un pays latin, tu vois. On est dans les latins, mais on est un peu mimolette sur le côté latin, tu vois. Je suis d'accord. On n'est pas genre... Parce que... Tu vois, par exemple, les Espagnols, ils ont beaucoup d'expressions et beaucoup de langage du quotidien et qui sont paf, tu vois, c'est du tac au tac. Et des fois, j'écris, moi, des sketchs et j'ai le truc qui me vient en espagnol et je fais, ah ouais, ça c'est génial. Et en fait, quand je le traduis en français, c'est naze. Parce que ça n'a pas du tout le même impact et qu'on n'a pas la traduction de ça, tu vois. Ah, c'est drôle. Et c'est vrai que, oui, il y a, je pense aussi, mais il y a aussi beaucoup la culture du sketch, tu vois. Ces mecs-là, ils veulent voir quelqu'un interpréter. Voilà, un peu à l'ancienne, tu vois. Et moi, je sais que j'ai un sketch comme ça que je mets en rappel quand je vais dans des endroits comme ça. Et je sais que ça va marcher, tu vois. C'est une intermittente du spectacle qui remplace un curé pour la journée, tu vois. Et qui comprend rien, et qui connaît pas la Bible et qui la découvre en même temps, tu vois. C'est des vrais extraits de la Bible. Ok, c'est drôle. J'ai bien fait chier à l'écrire parce qu'il a fallu que je me tape des messes.
Et je m'endormais à chaque fois. Au lit en immersion Je à la me messe, lançais quoi. des messes sur l'ordi, tu sais, Ouais. dans le lit, et je m'endormais à chaque fois. Ah putain, et tu sais que tu vois à quel point je suis con quand même, c'est que quand tu m'as dit je me tapais des messes, moi je t'imaginais aller à la messe quoi. Mais Ah effectivement, non, mais par me contre, suis dit je oui. suis allée à la messe. Tu y allais Je aussi. suis allée à la messe de minuit il y a 2 ans. Et j'ai voulu voir, parce que je me suis dit, une messe de minuit, quand même, ça doit être joli, tu vois, il doit y avoir une belle chorale et tout ça, machin. Enfin, c'était angoissant. Oui, c'était très angoissant. Mais Ça sent au-delà de ça, l'encens. c'est que, tu sais, nous, on a l'habitude, quand quelqu'un finit de chanter, Ouais. d'applaudir, et ben j'ai fait une applause, tu vois, comme ça, et On t'a c'était mal très regardé. gênant. Bah oui, oui. Ouais, je suis allé aux messes de Noël, moi, un peu souvent, enfin, avec ma grand-mère, etc. Et c'est pas des. Enfin, je trouvais le moyen de rigoler avec mes cousins, mais je trouvais ça plus angoissant qu'autre chose, quoi. Bah, ils ne font pas du tout. Enfin, Bah, si les eux, adultes qui répètent ce que dit un autre adulte en chantonnant, je trouve ça déjà très c'est bizarre, quoi. très anxiogène. Mais tu vois, le gospel et tout ça, c'est magnifique. Et Mhm. je sais pas pourquoi on fait pas tout ça, en fait. Parce que là, c'est un côté Parce vraiment. qu'il y a un côté, je te dis, c'est le côté du catholicisme, un peu on s'auto-flagelle, Ah quoi. ouais, ouais. Il y a vraiment ce truc de où quelle que soit la célébration, tu as l'impression d'arriver dans un enterrement. Un peu. Vraiment, ouais. Donc, non, mais pour en revenir à ça, c'est vrai que souvent, ils attendent du sketch. Ils Et attendent- quand ils ont du stand-up, eh ben, ça. C'est pas que ça leur plaît pas, hein, mais je pense qu'ils sont moins expressifs. Mhm. Ah, c'est vrai, je suis Ils complètement sont d'accord. peut-être avec plus toi. à l'écoute aussi. Parce que je pense pas qu'ils passent un mauvais moment, forcément, tu vois. Mais ça, j'ai du mal avec cette notion. À chaque fois, il y en a qui disent ça. C'est eux, ils ont peut-être passé un bon moment, mais putain. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, je ris pas hyper fort. Oui, c'est vrai. Et bah, s'il y avait que des moi dans une salle, je serais badant, pour de vrai. Le mec le vivrait très, très mal. Donc, je me dis toujours, il y a peut-être des salles de ça, tu vois. Des salles de toi. Moi, j'étais allée voir un humoriste et à la cible, et tout le monde riait du nez. Donc, Ouais. et le mec sur scène ne l'entendait pas. Ouais, c'est Mais horrible. j'avais envie de lui dire, mec, t'inquiète, il rit du nez. Mais tu peux C'est- pas les Et entendre. ça, c'est l'avantage. Moi, c'est pour ça que je demande toujours de voir un peu le public quand je joue. Parce que quand tu le vois pas, moi, je supporte pas. Et ouais, et du coup, je pense qu'il y a des publics silencieux. Puis après, c'est un peu des boutons sur lesquels tu appuies. Et il y a des humours qui vont les faire éclater. Et puis d'autres où ils vont passer un super moment, où ils auront vraiment ri, mais ils sont pas démonstratifs. C'est vrai. Mais bien sûr que nous, on a du mal à le comprendre. Tu as envie de lui dire, mec, à quel moment t'as ri? Ouais, t'as envie de les secouer un peu, mais bon. Ok, et tu parles juste d'un dernier truc, enfin un dernier truc peut-être avant de... Mais dans ton spectacle, tu parles aussi d'un truc, et on a parlé du coup un peu de ta défense de junkie, et ça, on sent que t'es... Et un dernier sujet, tu parles du fait de pas vouloir d'enfant, et que quand on te dit que tu veux pas d'enfant, on te dit que ça viendra, etc. Et ça, c'est un vrai sujet qui me saoule aussi, je suis d'accord avec toi, enfin, sur le côté, on a l'impression que c'est immuable, etc., et qu'on change pas trop les codes. Ça, quand tu l'as écrit parce que tu voulais aussi, comme quand tu disais je veux défendre les hommes hétéros, est-ce que t'as voulu défendre cette cause des gens qui sont chiants à vouloir je sais pas quoi, ou c'est à force que toi on te le dise, enfin je veux dire, quand est-ce que ça t'est venu? Parce que je trouve qu'il y a Mais trop y a peu de gens qui plein parlent de ça. nanas dans les soirées qui essayent de me convaincre. Mais Et c'est je ça. suis là, mais Ah, mais c'est vis ça. ta vie. Te convaincre, c'est ça le mot, c'est ils veulent vivre ta vie à ta place, quoi. Et puis en fait, c'est comme s'ils essayaient de se convaincre eux-mêmes Mm, qu'ils ont fait le bon choix. mm. Mais moi, je suis très contente pour toi que tu sois. Mais tu sens pas déjà un épanouissement incroyable. C'est vrai. En fait, je sais pas pourquoi ces gens-là essayent de me convaincre parce que j'en fais pas un débat. Juste, ces gens-là viennent d'avoir des enfants. Et bah, voilà, moi, leur état Leur- ne fait montre pas envie, pas. hein. Et là, elles sont là, bon, j'en chie. Mais vraiment, c'est merveilleux. Alors, t'en chies ou c'est merveilleux, je sais pas trop, mais... Et là, moi, je dis juste, bah, moi, j'ai décidé de pas en avoir, point. Le débat devrait s'arrêter là. Et là, jusqu'à 4 heures du mat, on essaye de me convaincre d'en avoir. Pourquoi ? Parce que tu as envie que je tombe avec toi. Non mais alors ça c'est la blague qui est très marrante, mais en vrai il y a une forme de choix quand même très, enfin c'est peut-être pour moi l'un des choix le plus libre du monde quoi limite. Mais bon. Et puis moi vraiment j'en ai voulu longtemps, hein. Vraiment pour le coup je voulais être une mère jeune et tout ça machin. Ok. Jusqu'encore il y a quelques années j'étais dans cette projection et puis du jour au lendemain j'ai essayé d'analyser de manière très pragmatique tout ce qui allait se passer derrière. Déjà vraiment je le pense, tu peux accoucher d'un enculé, c'est-à-dire que tu peux avoir un enfant méchant et ça c'est, enfin je veux dire il y a plein de parents extraordinaires qui ont des enfants Tu méchants. penses que ça dépend pas de l'éducation Non, seulement? non, ça n'a rien à voir. Vraiment. Enfin, moi, déjà, tu vois sur une fratrie la différence des personnalités. Je dirais, oui, le respect, la politesse et tout ça, c'est ta famille qui te l'apprend. Mais ta personnalité, tu nais avec. Oui, c'est vrai.
Donc, je veux dire, quand je dis il y a des enfants qui torturent des chats, oui, il y a des enfants qui torturent des chats. Et à 3 ans, ça, je veux dire, personne ne leur a dit et si tu torturais un chat. Tu vois. C'est vrai. Et c'est pas parce qu'ils ont vu leur mère torturer un chat C'est vrai. 2 jours avant, tu vois. Là, il y a déjà cette notion. Ensuite, de se lever, moi je suis insomniaque, hein, de se lever ces 15 prochaines années à 7h du matin, et encore 7h, je suis sympa. Non. de supporter, par exemple, les parents des amis de mon gamin. Ouais. Ça, c'est pareil. Je ne veux pas. Viens, le goûter d'anniversaire, c'est des gens à qui j'aurais jamais adressé la parole en temps normal. Et là, il va falloir que je devienne amie avec eux. C'est vrai. De supporter les profs avec leurs théories et tout ça. Si tu veux, en fait, on va me... Et en plus, je déteste savoir de quoi sera fait demain. Et Ok. là, Oui, fatalement, on va m'imposer ce truc et je serai obligée, à moins que je les emmène sur un bateau. Et J'ai l'impression que c'est l'argument principal, limite, non, du coup. Ouais. De pas vouloir savoir ce que sera fait demain. Oui, alors je te dis, si j'avais choisi une autre vie, mais là, on est un petit peu condamné à rester à Paris aussi à cause de notre métier et Un tout peu. ça. Et donc, fatalement, moi, si j'avais choisi une autre vie, peut-être que j'aurais... par exemple, si j'avais pu éduquer mes gamins, tu vois, je sais pas, je m'achète un voilier et on part faire le tour du monde et je leur apprends la vie, la vraie, tu vois, ce qui fait la richesse de la vie, mais pas les asseoir sur un banc d'école. Qu'est-ce qui fait la richesse de la vie? Ben, les découvertes, quoi, tu sais, de rencontrer plein de gens différents, des nouveaux endroits, il y a tellement de choses extraordinaires à Et c'est marrant parce que découvrir. tu dis ça, mais pourtant, le métier que tu as choisi, etc., te pousse à pas avoir la conception de ce que tu fais de la vie que tu aurais choisi. Ouais, quoi. ouais, mais je te dis, c'est 2 choix, parce que les 2 m'intéressent, Ok, les 2 me oui, passionnent, ok. et voilà, peut-être qu'on le fera quand on aura 50 On fera un balais, tour 60 opérateur de balais, Maurice, ouais. on partira Voilà. à 10. Bon, allez, on prend tous Exactement. notre retraite, on met notre thune en commun et C'est ça. on voit ce qui Et se peut-être passe. qu'on reviendra avec un autre spectacle de vieux, Ouais. mais... La tournée des, tu sais, comme ils font la tournée des années 90, Ah là. la vache, oui, On va tourner putain. tous ensemble. Comment ça s'appelait ça déjà, j'ai Star oublié. 80, Ouais. un truc comme ça. On va faire ça avec l'humour, genre, on va se déplacer tous Les vieux ensemble. de la vieille, Ouais, ouais. Ça peut être marrant, en Ouais. vrai. Non, mais voilà, c'est vrai que après, je pense que les gens, souvent, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un appartement et qu'il y a des travaux à faire, mais les gens essayent pas souvent de voir que si tu enlèves ce mur, en fait, cet appartement, il est génial, et que si tu repeins ce mur dégueulasse, il est génial. Bon, bah, souvent, les gens sur les gamins, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper, hein, comme dans tout, mais ils voient le côté, ils voient le bébé Mm. tout mignon avec les layettes chez Monop, tu vois, vrai, et c'est en vrai. fait... C'est vrai, c'est vrai. Mais tu ne vois pas ce qui va se passer derrière tous les dimanches aux urgences. Et encore une fois, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a plein de côtés qui doivent Bien être géniaux, sûr. mais c'est pas, je pense pas que c'est pour moi. Voilà, Vraiment. bah écoute, on dit ça, c'est pour qu'on arrête de t'embêter maintenant si vous écoutez Merci, ce les loulous, podcast. Bah, c'est c'est gentil. important. Attends, oh merde, c'est fini ces histoires là. Non, bah écoute, on va bientôt terminer. Bon, en tout cas, je suis hyper content d'avoir parlé un peu longtemps avec toi Ouais. parce qu'on se croit. En gros, moi, ce podcast là où je suis content, c'est qu'il m'offre des moments aussi avec des gens que Oui, je croise, c'est mais vrai que avec c'est qui je très parle sympa. plus longtemps. Mais du coup, effectivement, je suis content parce que bah, je me trompais pas. Mais c'est vrai qu'en te voyant, t'as l'impression de voir quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de vie et qui a épris de beaucoup de choses. Et c'est ce qui en ressort là, j'ai l'impression. Quoi. Oui, j'ai vécu des petites choses. Non, mais c'est important, tu dis d'avoir bien vécu. Quand on dit t'as bien vécu, entre guillemets, je pense Ouais. que c'est quand même une. Ouais, c'est quand même génial de vivre plein de moments et surtout de pouvoir les raconter après, tu vois. Ouais, Mm. le fait de le raconter joue aussi. Ouais, mais si tu veux, du coup, enfin, c'est pas de temps à raconter les expériences et Oui, tout oui. ça, mais après d'avoir plusieurs points de vue. Tu vois, c'est comme dans Chier ou de connaître. Tu vois, je t'en parlais ça une fois dans les loges. Je te disais, moi, par exemple, j'étais très heureuse jeune et en fait, je voulais connaître la dépression Mm. pour. C'est vrai. Et tu vois, Tu et m'avais dit c'est ça. toujours l'inverse. En fait, ça, je l'ai enlevé du spectacle parce que c'est un peu compliqué à comprendre pour les gens, ça, parce qu'en général, les gens sont dépressifs et ils ont envie d'être heureux. Et moi, c'était l'inverse. Mais Je comprends. toutes ces expériences te donnent, je pense, souvent de l'empathie et d'essayer de comprendre un petit peu plein d'univers différents et tout. L'empathie, c'est un mot qui revient aussi pas assez souvent, j'ai l'impression. C'est Mm. effectivement le fait de. Peut-être que ça nous oblige, nous, effectivement, à faire du stand-up, puisqu'on doit connecter à avoir ce côté empathique, mais c'est un truc qui manque beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, Ouais, et puis tu sais, les gens qui n'ont pas trop morflé dans la vie ou qui n'ont pas vécu d'obstacles et tout ça, parce que ça peut arriver et c'est tant mieux, mais quelquefois ils ont tendance à juger les gens qui vont mal ou qui n'arrivent pas à s'en sortir et tout ça, parce qu'ils ont eu ces facilités, mais eux les voient pas comme des facilités, ils voient ça comme quelque chose de normal. Mais du coup, oui, de traverser plein d'obstacles et de plein d'univers différents et tout ça, ça t'aide à comprendre plein d'univers différents aussi, et c'est sympa quand même.
Bon, il nous en reste quand même pas mal à découvrir. Hein. Oui, non, c'est vrai, on n'a pas fini. On n'a pas fini, on n'a mais, pas fini. mais on finit sur quand même un message important quand même. Ouais. J'ai l'impression que c'est important qu'on comprenne ça, quoi. Parce Mm. que moi, c'est un des trucs que j'ai, une de mes plus grosses obsessions, une de mes plus grosses peurs, et un des trucs s'il y a un des trucs qui pouvait me sortir de la comédie un jour, c'est cette inquiétude-là. C'est le fait que j'ai l'impression que moi, si je fais la comédie, c'est parce qu'il y a un côté, j'ai l'impression que c'est un point commun. Bah, c'est Yacine Bellous qui dit sur scène ce côté de un point commun d'être humain, quoi. On a tout ça en nous, on peut faire des blagues, on peut rigoler, quoi. C'est un truc très fort, et moi, je crois que c'est un des trucs qui me passionne dans ce métier et dans ce que je fais, c'est le fait qu'on rit ensemble. Et ce qui me rend fou en ce moment et qui me fait peur et qui fait que je pourrais en sortir, c'est d'avoir l'impression d'être devant une société de plus en plus irréconciliable, quoi. Devant des gens qui parlent de moins en moins entre eux, de gens qui se jugent de plus en plus entre eux. Et ça, c'est un des trucs, parfois, quand je prends une bouffée de ça, quand je suis quelque part ou quand j'y pense trop, faut que j'en sorte vite parce que ça peut me sortir de mes délires, quoi. C'est vraiment un truc qui peut me plonger dans une grande torpeur. Ouais, mais tant que toi, tu gardes ce 3e degré sur tout ce qui se passe autour de toi, je pense que tu peux t'en sortir. Il faut le 3e. Ouais. C'est pas le premier, c'est pas le second, c'est le 3e, quoi. Degré. Toutes tes situations. Tu sais, moi, je dis toujours, il faut savoir être sérieux de temps en temps, mais il faut jamais se prendre au sérieux. Jamais. Oui, je suis d'accord. C'est très bien comme phrase, je suis d'accord avec toi. Parce que t'as l'air d'un con déjà. C'est et puis ça sert à rien, quoi. Se prendre au sérieux, c'est vraiment un fléau. C'est un peu des gens qui jouent aux adultes. Je dis ça, jouer aux adultes, parce que dans leur tête, il fallait l'attacher caisse et le cigare. Et après, là, on est adulte. Et du coup, on n'a plus le droit du tout de rire, en fait, et de trouver les côtés cons de la vie. Ouais, c'est vrai. Et ces gens-là vieillissent beaucoup trop vite, je crois. Moi, j'espère qu'on aura toujours l'air d'avoir 17 ans. Eh ben, écoute, c'est le but ultime, en tout cas. Ouais. On peut finir sur ce message-là, peut-être. Ouais, On carrément. Okay, merci, mon Louis. Et on tous 17 ans le plus longtemps possible. Et merci à toi d'être passé. Merci.